Je voudrais préciser quelque chose. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux pour un intellectuel que de parler de ce qu'il ne sait pas. Mon jeune collègue Atu est historien, je ne peux pas lui apprendre sa discipline, je dois aller y apprendre. Mais les concepts de post-colonialisme et de néocolonialisme se développent encore. Il y a encore des écrits dans le domaine de l'histoire et de la science là-dessus. Quand deux États comme la Côte d'Ivoire et la France se rencontrent, quand leurs chefs d'État se rencontrent, je l'ai dit, on ne peut pas ne pas utiliser une approche post- ou néocolonialiste. Qu'on le veuille ou pas, la colonisation a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous parlons en ce moment sur le plateau, nous parlons français. Nous utilisons le franc CFA. Qu'on le veuille ou pas, dans notre subconscient comme dans notre vécu aujourd'hui, il y a des résidus de ce passé. Et quand notre chef d'État se déplace et rencontre le président français, j'ai dit, il y a possibilité d'une lecture, non d'une observation non participante, qui peut être aussi une lecture néo- ou post-colonialiste. Deuxième élément, dans la lecture post-colonialiste, il y a au moins 3 tendances. Il y a la tendance de l'alignement, de la soumission, qui est celle de la colonisation qui continue. Il y a la tendance de la rupture, parce qu'on a rompu avec le colonisateur. Il y a la tendance du rééquilibrage des forces. Dans quelle tendance sommes-nous? Quand as-tu dit, par exemple, qu'on a rompu? J'ai dit oui, on a rompu, d'accord, on peut avoir rompu, mais nous sommes toujours dans une des tendances du post-colonialisme. Qu'on ne dise pas que c'est dépassé, c'est désuet, c'est un discours qui n'a plus sa place. Je ne suis pas en train de dire que le président est allé prendre des ordres en France, non. Bien sûr, vous l'avez pas dit. J'ai dit, nous sommes dans des rapports entre 2 États qui ont leur passé, qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Le président n'est pas allé aux États-Unis. Il n'est pas allé en Turquie. Et si nous sommes sur ce plateau en train de discuter d'une rencontre, d'un tête-en-tête entre notre chef d'État et le chef d'État français à 3 mois des élections, c'est parce que ces rapports sont des rapports historiques. On sait que depuis longtemps, comme le disait tout à l'heure Arthur, nos chefs d'État partaient prendre des ordres. Et certains pourraient encore penser qu'on va toujours prendre des ordres. Et quand ils le pensent, on est dans une lecture néocolonialiste. Quand on pense qu'on n'est pas allé prendre des ordres, on est allé... Et quand je présentais tout à l'heure dans la métonymie, le contenant et le contenu, le président Lassane, j'ai parlé de son expérience politique. Le président Ouattara, Le président Ouattara. J'ai parlé de son expérience politique, j'ai parlé de son âge, j'ai parlé de l'expérience politique du président Macron. Entre les deux, qui devrait prendre des conseils avec qui? Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. A. Ranho et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Regardez la vidéo entière, vos avis dans les commentaires et dites-moi, parmi les intellectuels invités, on a un griot parmi eux. Mettez son nom dans les commentaires. Voici le début de la vidéo pour vous, donc c'est capte à la fin. Je vous le disais, le président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron se sont rencontrés mercredi lors d'un déjeuner au palais de l'Élysée. Loin des projecteurs, le tête-à-tête des 2 chefs d'État s'est porté essentiellement sur les relations bilatérales et les questions régionales marquées par l'insécurité et les crises politiques dans la région. Vous donnerez vos avis sur ce tête-à-tête. Ce sera après ce sujet de Pierre Dipomela. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan mercredi après un séjour en France. Séjour marqué par une rencontre directe avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. C'est donc un déjeuner de travail à huis clos, axé sur les relations bilatérales, les enjeux régionaux en Afrique de l'Ouest, marqués par les problèmes sécuritaires, ainsi que les grandes questions internationales du moment. À 3 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le chef de l'État ivoirien a indiqué que le scrutin à venir sera transparent et paisible. Le président Alassane Ouattara, qui ne s'est pas encore prononcé sur son éventuelle candidature au prochain scrutin présidentiel, a promis le faire les jours et semaines à venir. De l'autre côté, frappés par des décisions judiciaires, les principaux candidats des partis politiques, notamment du PDCI-RDA, du PPA-CI, respectivement Tidiane Thiam et Laurent Gbagbo, ne figurent pas sur la liste électorale, donc exclus de la compétition électorale du 25 octobre prochain. Le climat politique reste tendu, avec des revendications extrêmes, telles que la dissolution de la CEI. Professeur Simplice Yodédian, selon vous, pourquoi un tête-à-tête entre le chef de l'État ivoirien et celui de la France est-on scruté à 100 jours d'une présidentielle aussi importante que celle de la Côte d'Ivoire? Je vais nous faire voyager dans le temps. Allez-y. Le 13 septembre 2003, devant les populations du Nzikomwe, Laurent Gbagbo disait ceci:
Lorsqu'on est assis à cette place, il parle de la présidence, on devient un sorcier. Les autres ont des yeux ordinaires, toi, tu as d'autres yeux. Les autres ont des oreilles ordinaires, toi, tu as d'autres oreilles. C'est pourquoi quand tu parles, les gens doivent écouter ce que tu dis et essayer de comprendre ce que tu n'as pas dit. Traduction? C'est ce que tu n'as pas dit qui est important. La traduction, c'est que l'art politique est diplomatie, est camouflage, est habillage linguistique. Souvent, le jour de la rencontre, tout a été dit avant la rencontre. Quand on scrute ce qui a été dit ce jour-là, on peut ne pas forcément être dans le vrai. Parce que je suis convaincu qu'avant, pendant ou après cette rencontre, ces deux hommes ne peuvent pas ne pas aborder la question de la présidentielle, et j'en reviens à votre question, parce que nous partageons des intérêts stratégiques, j'ai envie de dire géostratégiques, importants. Nous sommes dans une communauté d'appartenance. La France et la Côte d'Ivoire ont, j'ai envie de dire, des sorts liés, impliqués, imbriqués et intriqués. De sorte que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire dans 3 mois, autant ça touche au destin de la Côte d'Ivoire, autant ça touche au destin de la France. Et il était important que ces grands hommes-là se rencontrent pour échanger sur cette question, pour qu'on prenne les avis. Dans un monde qui est en train de passer de la démocratie à la voyoucratie, tous les régimes sont en train de se voyoucratiser, il est important que nos partenaires sachent exactement comment les choses se déroulent chez nous. Et la deuxième chose que je veux dire sur ce plan donc, c'est que Alassane Ouattara est héritier de Félix Houphouët-Boigny. Et on sait que Félix Houphouët-Boigny a posé des bornes. Et Alassane Ouattara sait, comme dit la parole biblique, qu'on ne déplace pas une borne ancienne que les pères ont posée. La conception de la souveraineté que Félix Houphouët-Boigny déploie, et j'invite tous les frères chercheurs ici à mener la réflexion avec moi, ce n'est pas une souveraineté brutale, ce n'est pas une souveraineté rigide, c'est une souveraineté souple, dialectique, modulée, qui fait que vous pouvez gagner la souveraineté dans ses rapports avec les uns et les autres. Il gagne des parcelles de souveraineté, ça peut donner l'impression qu'il cède certaines parts de souveraineté, mais c'est ainsi qu'Houphouët a toujours fonctionné, parce qu'il a compris comment le monde fonctionne. De sorte qu'Alassane Ouattara, qui poursuit cette politique-là, et qui a endossé cette manière de concevoir la politique, ne peut pas ne pas aborder cette question importante avec le président de la France, ce qui ne signifie pas, à mon sens, qu'il est allé prendre des consignes, parce que cet homme-là, quand vous le regardez, il ne ressemble pas à quelqu'un à qui on doit donner des consignes, mais c'est quelqu'un qui mène la réflexion en tenant compte du fait qu'on est dans un monde qui est globalisé, où les intérêts s'interpénètrent. Très bien. Rossan Riba, partagez le même avis ou vous avez un tout autre jugement? Je ne dirais pas que je partage le même avis. Moi, je voudrais commencer d'abord par une approche lexicale. Allez-y. Nous sommes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans une rencontre entre deux chefs d'État et nous n'y étions pas. Et donc, la méthode que nous utilisons pour analyser ce fait est une observation non participante. L'observation non participante a cela de limite que vous qui parlez de la chose, vous ne vivez pas la chose, vous l'interprétez selon votre vécu, selon votre sens, selon votre perception. Perception qui peut être en marge ou à côté de la réalité. Dans cette observation non participante, je commencerai donc par l'approche lexicale. L'approche lexicale, c'est que nous avons deux acteurs, un s'appelle Ouattara, un autre s'appelle Macron. C'est cela. Ouattara et Macron se rencontrent et lorsqu'on utilise, excusez-moi, je suis beaucoup littéraire sur ce Non, il n'y a pas temps. de problème, allez-y. Lorsqu'on utilise l'usage des littéraires, nous sommes dans une métonymie. La métonymie, c'est quoi? C'est le contenant et le contenu. Nous avons deux chefs d'État, ce sont des institutions, des présidents, mais ces présidents sont habités par des individus qui sont Ouattara et Macron.
Quand je fais l'approche lexicale, Ouattara, c'est un individu, Macron, c'est un individu. Et Ouattara, quand je prends l'individu, je regarde son âge, je regarde son expérience politique. Quand je prends Macron, je regarde moins son âge, je regarde son expérience politique. Quand je prends les présidents, je suis alors en ce moment au niveau du contenant, c'est-à-dire des institutions. Nous sommes avec 2 présidents, dont un est celui d'un État africain, colonisé par un autre État. Quand ils se rencontrent, c'est la colonie et la métropole qui se rencontrent. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un président qui se déplace pour aller vers un autre. Vous savez, en matière de diplomatie, nous avons vu dernièrement le chef d'État guinéen arriver en Côte d'Ivoire. Nous étions fiers de voir qu'on vient prendre conseil auprès de notre président. Aujourd'hui, c'est notre président qui se déplace et qui va en France. Nous avons plusieurs possibilités. Il y a que les 2 se sont rencontrés. De quoi ont-ils parlé? Dion l'a dit tout à l'heure, la diplomatie, il y a ce que celui qui est assis entend dit, il y a ce que nous entendons et que nous interprétons dans notre observation non participante. Qu'est-ce que je déduis? J'en déduis que dans la mesure où un chef d'État africain rencontre, ivoirien, rencontre un chef d'État français, il y a une lecture néocoloniale qui s'impose à tous les coups parce que notre chef d'État n'est pas allé rencontrer celui britannique, il n'est pas allé rencontrer celui américain, il est allé rencontrer celui de la France. Et quand nous savons les rapports coloniaux entre la France et la Côte d'Ivoire, et que je reviens à l'approche lexicale, nous avons un président, nous avons des individus, je me dis beaucoup de choses peuvent se dire et je voudrais pour l'instant m'arrêter à ce niveau lexical des individus et du contenu et du contenant et des rapports néocoloniaux qui peuvent exister et après je pourrais alors rentrer dans le fond pour dire de quoi peuvent-ils parler, observation non participante qui pourra être subjective ou objective selon les cas. Très bien, très bien. Franck-Stéphane Dédy, à 100 jours de la présidentielle, quelle lecture faites-vous de cette rencontre, vous? Ok, merci beaucoup, Ali. Moi, mon analyse, elle est à, on va dire, 4-5 points. Professeur Dion et professeur Henri Baye, c'est ça? C'est cela. Voilà. On parlait d'intérêt géostratégique. C'est vrai que rien n'a filtré officiellement de cette rencontre-là, mais on peut, à 3 mois de la présidentielle, s'imaginer que au centre des échanges auraient pu intervenir les intérêts stratégiques, géostratégiques de ces deux pays-là. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie, il y a un vent de rejet qui souffle un peu dans la sous-région vis-à-vis de l'establishment occidental. Donc, il va sans dire qu'aujourd'hui, pour les profanes que nous sommes, la Côte d'Ivoire reste l'un des derniers précarés, même si ça peut peut-être ne pas plaire, des vestiges de la France-Afrique dans la sous-région. Donc aujourd'hui, est-ce que le président Macron peut accompagner un passage donc, de témoins à des gouvernants qui ne seraient pas, en tout cas, en train de faire le jeu de la France? Il y a cette question à se poser. Moi, de cette rencontre, je note aussi une certaine gêne à éclaircir. Laquelle? Une gêne à 2 niveaux. La première, c'est au niveau même du président Macron. Je pense qu'Arthur est là. Il était l'un des participants au nouveau sommet à Afrique-France. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Il avait même posé la question. Le président Macron alors avait dit qu'il n'était pas tout à fait d'avis avec le 3e mandat. Il en avait fait part à son homologue ivoirien. Et cependant, il y a eu un cas de force majeure qui était arrivé, si bien que lui, il l'a compris, si je paraphrase. Cela dit, nous sommes en 2025. Si tu n'as pas été à l'aise avec le 3e mandat, est-ce que tu peux être à l'aise avec le 4e mandat? Donc, à un moment ou un autre, j'imagine que cette question-là a été débattue. L'autre question aussi que je me dis, l'autre gêne, pour ma part, qui je pense a été débattue, c'est la gêne du président lui-même. Avant 2020, il nous expliquait qu'il avait préparé un certain nombre de cadres. On a même parlé de la demi-douzaine. Je pense que, tout calcul bien fait, le président se rend compte de 2 choses l'une. Soit qu'il n'a pas suffisamment préparé des gens, parce que personne n'émerge, ou alors, soit il les a suffisamment préparés, mais ces derniers-là n'ont pas la carrure aujourd'hui pour lui succéder. Parce qu'on a vu, hein, même au stade,
voilà où on a vu le Premier ministre qui s'est découvert un don des langues en parlant dans plusieurs langues de la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Quand vous dites au stade, il faut préciser le contexte. Hein. Oui, dans le cadre de la convention, je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Ah, le congrès. Le congrès, voilà, du RHDP, donc le Premier ministre, voilà, il avait eu le don des langues ce jour-là, il parlait en plusieurs langues pour demander pardon au président de continuer donc sa mission. Comme un aveu du fait que, attention, on n'est pas encore prêt à ce que tu nous lâches. Et ça, je pense que le président lui-même, comme il a dit, hein, en âme et conscience, il doit se sentir gêné vis-à-vis de cela. Du fait que, parce que le leader aussi, on le reconnaît à sa capacité de transmission de ses idéaux. Et puis l'autre élément sur lequel moi je voudrais revenir, qui est un peu attenant à cette rencontre-là, c'est que dans le même temps, on a le président de l'Assemblée nationale qui fait aussi une tournée au niveau européen, et même au niveau de la France. Donc, il participe au 14 juillet. Avant ça, il intervient au niveau de l'Assemblée, je pense, des parlementaires francophones. Il fait une interview sur France 24, je pense qu'on peut citer. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, il fait une interview sur France 24 où il termine par mettre en avant ses ambitions. Comme pour dire que, bon, si les autres ne sont pas prêts, moi, le président Adama Bictogo, je me sens prêt à te succéder. Et il fait même une métaphore qui est importante. Parce que dans l'opinion publique, l'on se dit que le parti, ou du moins la formation politique que le RHDP craindrait, ce serait le PPACI. Mais il fait une métaphore importante en disant que je n'habite pas à Yopougon, qui est le précaré de Laurent Gbagbo, mais quand le président m'envoie en mission là-bas, j'y vais et je gagne. Comme pour dire à ses amis du RHDP, si ce n'est que le PPACI qui vous dérange, en tout cas moi, je les ai déjà battus à Yopougon, je peux les battre à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Donc il se positionne. Je pense qu'après, bon, comme d'habitude, hein, comme on le voit même dans d'autres partis, après sa sortie sur France 24, il a été vilipendé un peu de toutes parts. Bon, après, il y a pas mal de semi-lettrés qui sont un peu sur les réseaux. Bon, il faut les comprendre. Donc aujourd'hui, je pense que c'est tout cela qui a été débattu au cours de cette rencontre. Mais encore une fois, comme je dis, nous n'y étions pas, comme mes prédécesseurs l'ont dit. L'on ne peut faire qu'une analyse par déduction. Et moi, voilà les commentaires que cela appelle de ma part. Et les analyses par déduction font partie du débat. Professeur Banga, c'est à vous. Déjà, j'ai quand même le privilège d'être historien et de travailler, avoir sur les relations et d'être encore dans tout ce qui se trame aujourd'hui dans la nouvelle construction de la relation afro-française. Le premier truc sur lequel c'est tout faux, c'est ceux qui se bloquent en 60, en 70, en 80. La colonisation, c'est terminé. Macron ne peut rien ordonner à Alassane Ouattara. Il ne peut rien ordonner à un président africain. C'est fini. La preuve, on est au Mali ici. Il y avait 2000 combien de soldats français au Mali et puis on les a chassés. Ce n'était pas possible en 70, ce n'est pas possible en 80. Donc le lexique du néocolonialisme, c'est un lexique dépassé, ou des gens qui s'accrochent encore à ce qu'ils ont vécu. Le monde est dynamique. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, Macron ne peut rien imposer à qui que ce soit, encore moins à Alassane Ouattara. Je le dis, il ne peut rien. Quand Alassane Ouattara va en France, il ne va rencontrer aucun maître. Ce n'est pas possible. C'est fini ça. Donc les gens doivent se réveiller. Ils sont trop accrochés à ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est vrai, il y a 20 ans peut-être, dans la succession de... c'était possible, mais aujourd'hui, non, le monde évolue. Pourquoi? Rien que... Il n'a pas eu d'intérêt géopolitique. Et c'est justement ça qui est la première chose intéressante. En 70, en 80, si la France se fâche avec toi, tu as foutu en Afrique de l'Ouest ici. Mais ils se sont fâchés au Mali. La Russie est venue, la Chine va venir, la Turquie va venir. Donc, il faut sortir de ce conservatisme désuet qui marque quelque part soit un ancrage idéologique trop à gauche et trop faux, soit une volonté de vouloir s'accrocher à de vieux concepts. Donc, le néocolonialisme, en tout cas du point de vue de la relation entre deux chefs d'État, c'est terminé. Et je ne pense pas, et je le dis, je l'affirme même, que Macron ne peut pas ordonner quelque chose à quelqu'un. Maintenant, deuxième chose qui est intéressante, oui, d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de l'Afrique de l'Ouest, oui, la Côte d'Ivoire est un pays stratégique. Qui dans ce monde va réfléchir à l'Afrique de l'Ouest sans parler à la Côte d'Ivoire? Qui? Personne. Tu ne peux pas aujourd'hui parler de lutte contre le terrorisme, parler de la stabilité de l'Afrique de l'Ouest et ignorer le premier pays d'Afrique de l'Ouest francophone d'un point de vue économique, troisième puissance militaire du secteur, le pays qui se transforme. Donc, à chaque fois que n'importe qui dans le monde
parle de l'Afrique de l'Ouest veut comprendre, il va s'adresser à la Côte d'Ivoire. C'était le cas des Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, encore plus dans ce contexte-là. Et comme l'a dit le professeur, disons, la France et la Côte d'Ivoire ont des intérêts communs. Donc, c'est stratégique important. Donc, c'est normal que nos chefs, nos présidents se rencontrent et débattent à la fois de l'avenir de notre relation, de l'Afrique de l'Ouest et même de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais l'avenir de la Côte d'Ivoire, il faut voir toutes les délégations qui se passent ici. Mais pourquoi ça se chante? En fait, c'est la fois appeler un chat un chat. Il y a certains qui ont rêvé, qui ont pensé que leur leader politique était tellement important, avec tellement de relations, connaissait tellement de choses dans le monde, que dès qu'il serait un peu, comment je vais dire ça, contrarié, le monde allait tomber sur la Côte d'Ivoire. On a même entendu certains dire que par rapport à ce qu'on leur fait, la Côte d'Ivoire allait perdre la confiance des marchés. C'est de la comédie, ça fait rire. C'est des gens qui, comme je l'ai dit, sont bloqués en 70. Pensent que, peut-être parce qu'ils ont été dans un certain environnement, qu'on peut faire quelque chose pour une personnalité. Donc aujourd'hui, tous ceux qui rêvaient, en se disant, oui, aujourd'hui, on a quelqu'un, dès qu'on le touche, la Côte d'Ivoire saura, sont déçus. Soit ils sont déçus, soit ils sont dans des illusions. Donc c'est eux, et certains qui sont encore en 70, qui pensent vraiment que cette rencontre-là peut être une rencontre de pression. Sinon, Jean-Michel Barrot, on ne sait peut-être pas ce qu'ils se sont dit officieusement, mais la diplomatie française s'est clairement prononcée sur le processus ivoirien. Le ministre des Affaires étrangères de la France, qui incarne la diplomatie française, a dit clairement qu'il respecte la souveraineté de la Côte d'Ivoire et que toutes ces questions politiques doivent être réglées dans le cadre des institutions ivoiriennes. Ceux qui ne l'ont pas entendu ou qui pensent encore que les leaders peuvent faire changer les choses, peuvent continuer de rêver, mais ils seront maris. C'est-à-dire qu'ils seront déçus et ils vont pleurer parce que malheureusement, le monde est dynamique et les réflexes des années 60, les réflexes des années 70 sont terminés. Très bien. Sylvain Guédé-Débailly. Ok, après tout ce qui a été dit ici par mes co-débatteurs, je voudrais d'abord faire observer, comme eux, que cette rencontre qui a eu lieu à Paris, à 6000 km d'Abidjan, s'est passé, effectivement, comme ils l'ont dit, entre deux personnes. Et je retiens ici le mot « tête à tête ». C'est-à-dire que personne n'était là. C'était les deux présidents qui étaient là, face à face, et qui se sont parlé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On ne sait pas. Ça relève du secret. Mais non, il y a quand même quelques informations qui ont été dites ça et là dans la presse. Comme toujours, il y a toujours quelqu'un qui passe... Sinon, on ne ferait pas de débat. Il y a quelqu'un qui passe toujours un coup de fil pour dire, bon, voilà, voici un peu, et puis bon, nous tous, on est là... En plus, vous êtes de la presse, vous savez ce que c'est. On spécule, voilà, on spécule sur ce qui a été dit, mais il faut quand même revoir le contexte. C'est-à-dire que cette rencontre arrive au moment où, ici, dans la situation ivoirienne, le RHDP a fini son congrès qui devait désigner un candidat qui était Alassane Ouattara, qui leur a demandé d'attendre, qu'il devait d'abord réfléchir. Et dans sa réflexion, il est allé en France. Ça, c'est un fait. Et il y a également qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes à 3 mois d'une élection présidentielle. C'est cela. Nous savons très bien qu'en 2010 et même en 2020, la France s'était ingérée dans l'élection ivoirienne. Ça, il faut avoir le courage de le dire. En 2010, nous avons vu tout ce qui s'est passé. C'est la France qui a été décisive pour changer la nature du régime. En 2020 également, c'est encore dans les difficultés, dans la situation, dans le tumulte dans lequel on était, le président français a dû intervenir. Il a dû dire quelque chose pour dire qu'il y avait des circonstances atténuantes au 3e mandat. Ça, au moins, il a dit, on l'a su. Et donc, dans ce qu'ils se sont dit, nous, ce qu'on peut faire, c'est peut-être de spéculer, mais au moins, on peut se demander ce qu'ils se sont dit. Et on peut se demander qu'est-ce que notre président est allé chercher en France. Il pouvait aller en Russie, il pouvait aller en Algérie, il pouvait aller au Canada, mais il est allé en France. C'est en raison, comme ils l'ont rappelé ici, de ce qui nous lie à la France. Et donc, on ne peut pas me dire ici qu'ils sont allés se rencontrer en France sans avoir parlé de la situation ivoirienne. Et nous avons lu un confrère qui a décrit ce qui s'est passé, ce qu'ils se sont dit, mais sans évoquer les élections en Côte d'Ivoire. Bon, croira qui pourra croire, mais ou alors qui veut croire. Mais moi, ce que je peux dire ici, c'est que
Arthur parlait de sortir du conservatisme des yeux, oui, nous le savons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours sur la souveraineté, il veut dire que ça n'a plus de sens. Mais que voulait signifier Alassane Ouattara, ou bien le régime ivoirien, en démantelant la base militaire française en Côte d'Ivoire? C'était juste pour donner une réponse à ceux qui ont cette quête de souveraineté. Et donc, quand il dit de sortir du conservatisme, oui, on veut bien y sortir, on veut bien en sortir, mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes prêts? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à 3 mois d'une élection présidentielle, c'est comme si notre président était allé prendre des consignes en France. Ça saute aux yeux. Même si on ne veut pas le dire, mais ça saute aux yeux. Et nous, comme on n'était pas là-bas, on ne peut que spéculer. Et donc, il faut permettre aux gens aussi de spéculer. C'est leur droit, c'est leur liberté. Je suis donc, moi, dans mes interrogations, et dire qu'à l'ère du multilatéralisme, et au moment où le discours sur la souveraineté fait quand même des vagues, on devrait quand même se garder de ces voyages. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas, un ami sur la toile s'amusait à compter les voyages. En 2023, quand je le suivais encore sur les réseaux sociaux, il en était à 269 voyages de notre président, dont la plupart sont consacrés à la France. C'est trop. On va se demander, mais qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Pourquoi il ne reste pas dans son pays? Pourquoi il ne reste pas en Côte d'Ivoire? Bien que... on ne lui demande pas de rompre les relations diplomatiques à la France. Non, la diplomatie, ça existe. On doit toujours avoir ces relations. Mais il faut quand même à un moment donné se libérer soi-même. Il faut se libérer soi-même. Il faut mettre les préoccupations de son pays en avant. Ici, on parle de dialogue. On n'a pas besoin d'aller en France. On n'a pas besoin d'aller au Canada pour qu'on puisse appeler les frères ivoiriens et trouver un consensus autour du processus électoral qui fait aujourd'hui des craintes dans la société. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Très bien. Donc moi, c'est cette première analyse que je voudrais faire. Et je crois qu'on doit sortir, oui, du conservatisme, mais il faut que nous ayons le courage d'en sortir. Bien sûr. Kokoranzi, Bernard. Alors, ce que je note, c'est que, et je crois que tout le monde l'a constaté, il n'y a pas eu d'information officielle, il n'y a pas eu de communiqué donc, qui est sorti à l'issue de leurs échanges. Et donc, tout ce que les gens font, c'est de la spéculation. C'est de la pure spéculation. Il y a certains qui prennent leurs illusions donc, pour de la vérité. Ils essaient d'imaginer des choses. Et je me rends compte qu'ils sont très, très fertiles dans l'imagination. Mais ce que moi, je note, comme tu l'as dit, ce sont quand même les discours officiels. D'abord, comme vous l'avez dit, la presse a fait quand même écho d'un certain nombre d'informations. Donc, je crois que ce sont la presse est quand même sérieuse avec les organes donc, qui ont donné les informations, tels que Jeune Afrique, qui a quand même égrené un certain nombre de choses sur les défis sécuritaires autour de nous, parce qu'il y a la recrudescence donc, des attaques djihadistes autour de nous, au Mali, au Burkina et autres. On sait qu'aujourd'hui, il y a une crise au niveau de l'UEMOA, parce que je crois que vous avez eu le débat ici, et il y a d'autres questions. Donc, lorsque la France, par exemple, est un partenaire important au niveau de l'UEMOA, il est clair que quand il y a ces questions qui se posent, naturellement, la Côte d'Ivoire, qui représente pratiquement 40% donc, du PIB de l'UEMOA, discute avec le partenaire principal qui est la France. Donc ça n'a rien donc, de néocolonialisme. Moi, je pense que les Africains et certains doivent arriver à se décoloniser eux-mêmes. Parce que tant qu'ils n'arriveront pas à se décoloniser et qu'ils pensent qu'il y a un gros maître donc, qui est au-dessus d'eux, qui les empêche donc d'avancer, ça sera difficile donc, pour l'Afrique. Et comme Mathieu l'a dit, le monde il est dynamique. Mais aussi, nous avons des relations. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire, nous convaincre du contraire que la France et la Côte d'Ivoire n'ont pas des relations économiques, diplomatiques et même militaires très importantes. Nous abritons donc une école de formation de lutte contre le terrorisme, en partenariat avec la France. Et donc, lorsque des questions sécuritaires donc, sont d'actualité, c'est tout à fait normal que nous discutons. Et je crois que Sylvain l'a dit, ce n'est pas la première fois que le président de la République va en France, non seulement dans le cadre d'un séjour privé, et il discute avec le président français. Mais lorsque le président ukrainien va aux États-Unis rencontrer Trump, est-ce que c'est une relation d'ancienne colonie et de maître? Quand M. Donald Trump invite le président du Libéria, sénégalais et autres, et qu'il les rencontre, est-ce que ce sont des relations donc, de colonisateurs et de colonisés?
Non, mais parce que c'est une grande puissance avec laquelle, ces pays-là ont des relations, que ce soit commerciales ou des programmes d'aide donc à l'économie. C'est tout à fait normal qu'on discute. Lorsque l'Europe tremble parce que Trump est arrivé au pouvoir, est-ce que c'est parce que les États-Unis colonisent donc ces pays-là? Non, mais c'est parce qu'ils ont des relations. Est-ce que quelqu'un peut parler donc de la paix au Proche-Orient sans faire intervenir la question ou la position donc des États-Unis? Mais c'est le monde qui est fait ainsi. Nous avons des relations, on ne va pas briser nos relations parce que des gens se sont complexés avec un passé donc de colonisation. Il faut qu'ils arrêtent. Maintenant, ce qu'il faut dire, et je suis d'accord avec l'opposition Dieu qui dit, vous savez, Alassane Ouattara n'est pas homme à qui on fait des injonctions. Et tout le monde le sait. Et le président l'a dit en 2020. Je crois que les gens ne feraient pas le soin d'écouter le président. Il a dit, je ne prends pas mes décisions, et de façon publique, je ne prends pas mes décisions ni à Paris, ni à Washington ou ailleurs. Nous sommes un pays souverain et le président l'a suffisamment démontré. Et quand vous prenez les discours officiels, c'est ça qui compte. Qu'a dit le ministre des Affaires étrangères? Il a été clair, pas d'injonction dans les affaires internes de nos États, en parlant donc de la France. Et il a dit à une occasion officielle et solennelle devant les parlementaires qui représentent donc le peuple. Donc quand des gens se mettent à imaginer des choses, parce qu'effectivement, dans leur subconscient, ils ont intégré le fait qu'ils croient que Macron va pouvoir leur donner satisfaction sur leurs revendications. Mais il faut qu'ils arrêtent de se nourrir d'illusions, Ali. Aujourd'hui, là, à 3 mois des élections, nous sommes dans le processus électoral, oui ou non. Nous sommes dans le parrainage. Qu'est-ce que Macron peut changer dans la situation? Moi, je crois qu'on ne prépare pas une élection à 3 mois. Si Macron devait influencer la position de qui que ce soit, je crois que les élections, tout le monde sait que c'est 5 ans après. Pourquoi attendre 3 mois pour appeler Alassane Ouattara pour lui donner des instructions sur la base de quoi? Alors que nous avons nos instructions qui fonctionnent, mais nous sommes pris en 2010, Sylvain de Bailly, où la Côte d'Ivoire était en crise, et nous-mêmes, nous avons fait appel à la France. Donc il y avait une force, donc tu considères une force tampon dans notre pays. Et nos accords étaient signés en France. Donc il faut que vous sortiez de ce passé sombre de notre pays, qui ne fait même pas honneur à notre pays, parce qu'il y a eu des gens à la tête de ce pays qui n'ont pas été suffisamment responsables pour garantir l'intégrité de notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et la Côte d'Ivoire est un pays souverain, donc qui avance avec le fonctionnement donc, de ces institutions, et personne ne nous donnera donc de leçons ni d'injonctions. Très bien. Alors, on vous a bien entendu chacun sur ce sujet. On va passer au deuxième. Et je vois qu'il y a quelques réactions. Professeur Ariba, allez-y. En fait, je vous prierai, s'il vous plaît, monsieur, pour ce deuxième tour de table, d'être plus bref, s'il vous plaît. Je voudrais préciser quelque chose. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux pour un intellectuel que de parler de ce qu'il ne sait pas. Mon jeune collègue Atu est historien. Je ne peux pas lui apprendre sa discipline. Je dois aller y apprendre. Mais les concepts de post-colonialisme et de néocolonialisme se développent encore. Il y a encore des écrits dans le domaine de l'histoire et de la science là-dessus. Quand 2 États comme la Côte d'Ivoire et la France se rencontrent, quand leurs chefs d'État se rencontrent, je l'ai dit, on ne peut pas ne pas utiliser une approche post- ou néocolonialiste. Qu'on le veuille ou pas, la colonisation a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous parlons en ce moment sur le plateau, nous parlons français. Nous utilisons le franc CFA. Qu'on le veuille ou pas, dans notre subconscient, comme dans notre vécu aujourd'hui, il y a des résidus de ce passé. Et quand notre chef d'État se déplace et rencontre le président français, j'ai dit, il y a possibilité d'une lecture, non d'une observation non participante, qui peut être aussi une lecture néo- ou post-colonialiste. Deuxième élément, dans la lecture post-colonialiste, il y a au moins 3 tendances. Il y a la tendance de l'alignement, de la soumission, qui est celle de la colonisation qui continue. Il y a la tendance de la rupture, parce qu'on a rompu avec le colonisateur. Il y a la tendance du rééquilibrage des forces. Dans quelle tendance sommes-nous? Quand as-tu dit, par exemple, qu'on a rompu? J'ai dit, oui, on a rompu, d'accord, on peut avoir rompu, mais nous sommes toujours dans une des tendances du post-colonialisme. Qu'on ne dise pas que c'est dépassé, c'est désuet, c'est un discours qui n'a plus sa place. Je ne suis pas en train de dire que le président est allé prendre des ordres en France. Non, j'ai dit, nous sommes dans des rapports entre 2 États qui ont leur passé, qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Le président n'est pas allé aux États-Unis, il n'est pas allé en Turquie. Et si nous sommes sur ce plateau en train de discuter d'une rencontre, d'un tête-en-tête entre notre chef d'État et le chef d'État français à 3 mois des élections, c'est parce que ces rapports sont des rapports historiques. On sait que depuis longtemps, comme le disait tout à l'heure Arthur, nos chefs d'État partaient prendre des ordres.
Et certains pourraient encore penser qu'on va toujours prendre des ordres. Et quand ils le pensent, on est dans une lecture néocolonialiste. Quand on pense qu'on n'est pas allé prendre des ordres, on est allé... Et quand je présentais tout à l'heure dans la métonymie, le contenant et le contenu, le président Lassane, j'ai parlé de son expérience politique. Le président Ouattara, Le président Ouattara. J'ai parlé de son expérience politique, j'ai parlé de son âge, j'ai parlé de l'expérience politique du président Macron. Entre les deux, qui devrait prendre des conseils avec qui? Du point de vue historique, du point de vue de l'expérience, le président est plus ancien dans la fonction du président de la République que le président Macron. On pourrait aussi faire une lecture pour dire qu'il est allé lui expliquer, il est allé lui dire des choses, tout comme quelqu'un d'autre peut faire une autre analyse. Je ne suis même pas encore arrivé à ce niveau, mais qu'on ne dise pas que c'est une approche qui est désuète, c'est une approche scientifique qui est encore d'actualité parce que nous sommes dans le temps. Et dans ce temps, nous sommes toujours dans le post-colonialisme, qu'il soit rupture, alignement ou rééquilibrage des rapports. Très bien, professeur Banga. Il y a quand même une grosse différence, prof. Quand vous utilisez les termes néocolonialisme et post-colonialisme. Non, j'ai dit où? Néo ou post. Voilà, néo ou post-colonialisme. Selon la nature des rapports, nous sommes dans le néo. Selon la nature des rapports, nous sommes dans le post. Très bien. Précision faite. Professeur Banga, je réponds que quand on utilise, parce que ce que vous avez utilisé en premier temps, c'est le terme néocolonialisme. Ou post-colonialisme. Non, c'est après que vous avez précisé. Vous aurez utilisé le terme post-colonialisme, je n'aurais même pas discuté. Voilà. Mais le terme néocolonialisme, il est condescendant, il est gauchiste, et tout concept se discute. Et moi, je suis des historiens qui estiment que, oui, on a vécu du néocolonialisme, oui, on peut avoir du néocolonialisme. Dans le cas de la Côte d'Ivoire et de la France, on n'a pas de néocolonialisme. Et même d'ailleurs, si vous venez à l'époque de la France-Afrique, Houphouët était celui qui conseillait le plus, c'était celui le plus entendu. Et donc, cette affaire du néocolonialisme, je m'insurge, je dis non, cette rencontre n'a rien de néocolonialiste. Parce qu'on est en face, on est dans un monde dynamique. Et d'abord, il faut comprendre, ce n'est même pas une visite officielle. Alassane Ouattara a sa résidence privée en France. Et comme si quand je vais à Bouaké, bah, si nos emplois du temps se permettent, je vous appelle, professeur, est-ce que vous êtes là, est-ce que on se retrouve? Ouattara a fait quelques jours de celui à Mougins. En tant que chef d'État, son collègue chef d'État, mais comme tu es là, hein, et que tu pars, d'ailleurs, les mêmes presses avaient annoncé hein, qu'il ne serait pas reçu parce que Macron est mécontent. Ils ont écrit ça. Et Macron plutôt lui a dit, bon, comme tu es là, et qu'on a des questions importantes en Afrique de l'Ouest, notamment terrorisme, montée du terrorisme, affaire du franc CFA, viens qu'on discute. Et là, c'était serré, hein, entre le Conseil des ministres et son voyage à l'Élysée, on creuse un déjeuner en tête à tête. Mais c'est parce qu'il est là, il n'est pas en visite d'État. D'accord. N'empêche qu'il peut avoir des visites d'État. Maintenant, je répète, je dis à ceux qui sont encore dans le passé, que non, ce passé est révolu. Que la France elle-même n'a même plus la capacité aujourd'hui qu'elle avait en 70 et qu'elle avait en 80. Donc il faut arrêter de fantasmer. Faut arrêter de... C'est pas parce qu'un leader politique est venu vous dire qu'il a les relations, qu'on est X, Y, et quand on insulte, la Côte d'Ivoire va perdre des économies, qu'on doit croire à tout ce qu'on vous dit. C'est faux, il n'y a rien. Ils ont juste discuté, comme ils discutent normalement, comme la Côte d'Ivoire discute avec tous ses partenaires, de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est normal que la France s'intéresse à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais ça ne peut jamais, mais jamais s'inscrire dans quelque chose de dominant. Personne ne peut nous dominer. Vous l'avez martelé, on l'a compris. Franck-Stéphane Dédié, allez-y. Bon, après, moi, je suis pas très à l'aise avec les thèmes protocolaires, mais je ne sais pas quand on dit que ce n'était pas officiel, alors que c'était inscrit à l'agenda de l'Élysée. Officiel en général, peut-être qu'après on faire allusion aux visites d'État officielles. Voilà, il faut alors dire que ce n'était pas une visite officielle, mais la rencontre, elle avait un caractère officiel. Elle figurait à l'agenda de l'Élysée. Déjà, c'est pour ça que ce n'était pas une rencontre officieuse. La présidence de la Côte d'Ivoire également a communiqué. La présidence de la Côte d'Ivoire également a communiqué de façon officielle sur cette rencontre-là. Maintenant, si on me dit que ça ne fait pas partie d'une visite d'État, c'est autre chose. Donc, les mots ont leur signification. J'ai pas eu de visite d'État. Bon, je pense qu'après, les internautes vont revoir ce que tu as dit. Allez-y. Il y a 2 jours, par exemple, il y a sur la chaîne encore France 24. Décidément, vous êtes beaucoup chez nos oui, parce que c'est ce qui est financé par l'argent public. Donc, je faisais une référence à quelque chose. La France 24, par exemple, qui parlait du départ des militaires français donc de la zone et qui titrait comme jamais ça ne s'est fait auparavant, les militaires français, après avoir fait un certain nombre de choses, après avoir renversé le président Laurent Gbagbo en 2010 et tout. Donc, dit qu'on en a fini avec tout ça, moi je pense que c'est une analyse qui est non seulement sommaire, mais elle est erronée. Parce que, comme je disais d'entrée de jeu, les vestiges de la France-Afrique persistent et résistent encore. Et je pense que peut-être qu'il faut avoir honte de l'admettre, mais en même temps, il faut pouvoir avoir la décence de le reconnaître. Ça existe. L'autre chose que je veux dire, c'est que je n'en avais peut-être pas parlé dans mon premier tour de parole,
c'est que, sans doute, au menu des échanges, il y a eu aussi la question de l'exclusion d'un certain nombre de candidats en majeur, donc en Côte d'Ivoire. Et pour ma part, je pense que ce sont des choses qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, cela crée des gemmes de tension, donc sans doute cela a été débattu. Et je pense que tous les regards des Ivoiriens qui sont proches du président ou pas proches du président sont tournés vers le 6 août où il prendra la parole pour dire ce qu'il en fait d'une façon ou d'une autre. Après, quelqu'un parlait de la parole publique du président, il aurait déclaré publiquement. Vous savez, le président de la Côte d'Ivoire, il a déclaré beaucoup de choses publiquement sur lesquelles il est revenu. Donc, je ne pense pas que ce devrait être pris comme parole d'évangile. Voilà, il y a un certain nombre de prises de position, notamment sur le 3e mandat. Il a dit qu'il n'en allait pas en faire. Quelques mois après, il est venu pour dire qu'il va en faire. Donc, dire que le président a dit publiquement X, Y, Z, donc il faut le prendre pour dit. Moi, je pense que c'est une mauvaise analyse que de le faire ainsi. Très bien. Et puis, dernier élément. Dans les prises de parole, on a fait référence à Michel Barrot, je pense, qui porte la diplomatie française. Je pense que cette semaine aussi, il y a des eurodéputés qui se sont réunis, qui ont demandé à la représentation nationale de l'Union européenne ou sous-régionale, je ne sais pas, de prendre position publiquement, vis-à-vis de l'exclusion de candidats, vis-à-vis des élections, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas s'arc-bouter au fait que Michel Barrot aurait dit X, Y, Z il y a quelques mois et occulter cela. Pour ma part, je pense que ça reste relativement important. Très bien. Après, bon, peut-être il a des griefs contre un certain nombre de gens ou de partis politiques en fonction de ce qu'on leur dit, leurs leaders leur disent. Bon, peut-être qu'il faut qu'ils nomment les choses. Il faut qu'il appelle les choses par leur nom. Cependant, c'est là que je vais terminer. Il ne faudrait pas qu'on se le cache. Les relations que la Côte d'Ivoire a vis-à-vis de la France, vis-à-vis de son ancienne puissance coloniale, aujourd'hui ont un impact sur nos relations donc, actuelles. Donc, il va de soi, pour ma part, que ce genre de questions-là, qui peuvent conduire à un changement de pouvoir ou non, ou à une consolidation du pouvoir, ont été discutées. Il ne faut pas... Très bien, Kokora. Alors, ce que je souhaite dire, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion. Celui qui porte la parole donc de la diplomatie et qui conduit la politique diplomatique, c'est le ministre des Affaires étrangères. Un député, c'est comme ici en Côte d'Ivoire. Si M. Assalé Timoko prend position par rapport à une question, mais ça ne veut pas dire que c'est la position de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et on sait que dans les groupes parlementaires ou dans les assemblées, il y a plusieurs tendances. Donc, ce que nous regardons, c'est la parole officielle donc, de l'État français, puisque nous parlons de l'État français, donc le ministre des Affaires étrangères ne peut pas être en contradiction totale avec le président français, qui a donné une position qui est claire. Malheureusement, il ne peut pas l'entendre. Parce qu'en réalité, ça ne leur plaît pas. Ce n'est pas un discours qu'ils attendent. Ils attendent autre chose. Que demain, Macron dise, tel doit être sur la liste électorale, le président Ouattara, voilà ce que vous devez faire. Donc, ils attendent une solution de la part de Macron, sauf que ce sont des illusions. Rien ne peut être changé dans notre pays par quiconque à l'extérieur de notre pays. Et il faut qu'ils intègrent ça dans leur esprit. Première chose, je trouve que c'est contradictoire, où l'opposition doit pouvoir s'accorder sur une chose. Parce que j'ai entendu le frère Franck Dédé qui dit que le parti que le RHDP craindrait le plus, c'est le PPACI, bon, qui a malheureusement 2 mairies. Et là encore où il y a un problème, parce qu'ils doivent s'accorder avec Thiam qui dit l'affaire des sondages et il bat tout le monde. Mais je crois qu'il n'est pas du PPACI, il est du PDC. Donc vous voyez que ces gens-là sont totalement contradictoires. Donc un parti comme le PPACI qui a 2 mairies, donc qui n'arrive pas à mobiliser, ne peut pas, le RAD ne peut pas craindre un parti politique en Côte d'Ivoire. Maintenant, revenant sur la candidature du président Ouattara, qui n'aurait pas formé des gens, mais à un moment donné, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des militants du RHDP. Sur la base de quoi vous avez choisi Laurent Gbagbo comme votre candidat? Mais c'est parce que les militants l'ont voulu. C'est leur décision. Est-ce à dire qu'au sein du PPACI, par exemple, il n'y a pas de cadre que Laurent Gbagbo aurait formé qui pourrait le remplacer, alors que lui-même, il n'est même pas dans la posture d'être candidat parce qu'il est inéligible. Mais même étant inéligible, ils sont en train de collecter les parrainages pour lui. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, ils sont sur le terrain
en train de collecter les parrainages. Voilà pourquoi ils ne sont pas venus au débat. Mais je crois que ça, c'est même un prétexte. On va en parler après. C'est une fuite en avant. Parce que le PPACI, le PPACI ne peut pas être à 2 ou à 3 cadres près. Ils doivent avoir un personnel politique qui répond aux rendez-vous importants tels qu'une telle émission qui doit parler d'eux. Mais je comprends la posture. Donc j'ai dit, si vous avez eu le courage de choisir Laurent Gbagbo qui n'est pas éligible, mais vous ne pouvez pas reprocher au RHDP qui a choisi son candidat de façon unanime. Les militants à la base, on les a interrogés. Ils disent c'est Alassane Ouattara qu'ils veulent. Mais vous voulez qu'on change cette dynamique, pourquoi? Au nom de quoi? Pour vous faire plaisir? Non, on ne va pas vous faire plaisir parce que vous attendez autre chose. Si on sait que vous avez peur d'Alassane Ouattara, vous avez eu toujours peur de lui. Depuis qu'il est rentré en politique, vous avez tout mis en place pour lui créer des problèmes. Mais malheureusement, contre toute attente, aujourd'hui, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, je finis pour dire, nous avons choisi notre candidat, c'est Alassane Ouattara. Nous avons plusieurs cadres dans le parti, mais malheureusement, peut-être pour eux, les militants, de façon démocratique, ont décidé qu'Alassane Ouattara soit leur candidat. Donc, vraiment, je ne vois pas où se trouve le problème. Et ce n'est pas Macron qui va choisir notre candidat. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Et en ce qui concerne sa candidature, c'est le Conseil constitutionnel qui est le seul organe habilité donc, à trancher cette question. Il a tranché en 2020. S'ils sont républicains, ils doivent quand même respecter la décision souveraine donc, du Conseil constitutionnel. Très bien. Sylvain? Oui, merci. Je voudrais dire qu'on doit recentrer le débat. Hein. Ici, il est question de notre président qui est allé en France et qui a rencontré son homologue français. Je pense que Arthur a dit quelque chose tout à l'heure quand il disait qu'on ne peut rien reprocher et on ne peut rien ordonner à notre président. Oui, je suis d'accord et je souhaite même qu'on ne lui ordonne rien. Mais il y a quand même une contradiction qu'on peut relever dans eux-mêmes, ce qu'ils disent dans leur postulat. C'est-à-dire que oui, un tête-à-tête Ouattara-Macron, et puis bon, il parle des questions de la sous-région, il parle des réformes monétaires, de l'UEMOA, il parle du terrorisme. Quand il parle de tout ça, c'est en vue de quoi? Qu'est-ce qu'il vise? Macron dit qu'il a retiré ses troupes de l'Afrique. C'est une question de coopération. S'il vous plaît, quand l'un a la parole, s'il vous plaît, quand l'un a la parole, on a bien commencé cette émission. S'il vous plaît, quand l'un a la parole, il faut le laisser aller au bout de son développement. Il a décidé de fermer les bases militaires. Hein? Il a décidé de retirer ses militaires au Burkina Faso, au Mali. Où est son intérêt maintenant dans ces pays pour qu'il parle de terrorisme avec son homologue ivoirien? C'est pour faire quoi? La situation sécuritaire dans la sous-région. Pourquoi c'est avec son homologue qui dirige ça? C'est pour lui dire quoi? C'est pas pour lui donner des instructions? Pour dire fais ça, fais ça, fais ça. On ne peut rien lui ordonner. Mais ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Mais moi, je dis que la diplomatie a ses codes. Oui, il faut les respecter, mais qu'on ne nous dise pas que ce qui a été hier ne peut pas être aujourd'hui. Non, il ne faut pas nous distraire. Professeur Dion? Oui, dire 2 ou 3 petites choses rapidement. Bien sûr, allez-y. La première des choses, oui, c'est un problème en Afrique. Hein. On n'est pas encore sorti de cette situation et c'est le tableau qui est dépeint ici. Les fantômes de nos ancêtres continuent de nous hanter. Et donc, ça fixe les grilles de lecture que nous avons. Oui, il faut comprendre cela, mais il faut en sortir aussi. Il faut en sortir aussi. La deuxième chose, c'est que j'ai commencé par citer Laurent Gbagbo. En politique, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on n'a pas dit. Je le répète. Et parfois, c'est ce qu'on n'a pas dit qui est plus important. Il faut le retenir. C'est ce qu'on n'a pas dit qui est plus important, parfois. Maintenant, que Macron et Alassane Ouattara aient parlé de l'élection présidentielle. Où est le problème? Je ne connais pas un pays qui n'ait pas de partenaire stratégique. Je n'en connais pas. On diversifie son partenariat, mais il y en a un, soit par l'histoire, soit par la coutume, soit par le volume économique des rapports qu'on a, ou par l'appui militaire. Suivez mon regard. Il y a des pays très souverains qui ont dû se sortir de situations de guerre difficiles avec l'appui d'un autre État, les États-Unis. Donc on a toujours un partenaire stratégique avec qui on a des rapports serrés. La Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, a des rapports serrés et étroits avec la France. Que Macron se permette même de dire à Alassane Ouattara, voici mon point de vue sur la question de la présidentielle, c'est son droit. Parce qu'il peut craindre pour les intérêts de son pays aussi.
Parce qu'il y a beaucoup de Français en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne veut pas que la Côte d'Ivoire bascule dans un camp que nous connaissons et qu'on aille dans tous les sens. Il a le droit de le lui dire, sans que ça ne ressemble à des consignes ou à des instructions. Et Alassane Ouattara a lui aussi le droit de dire à Macron, je comprends vos inquiétudes, mais voici la démarche dans laquelle nous sommes. Pourquoi devrait-on leur interdire d'aborder des sujets importants, sensibles, qui engagent le destin des deux pays? Donc il faut dédramatiser ces rencontres-là, parce que je pense que tout ça, ça participe à la construction de ce que nous voulons. Mais pas toujours regarder ces rapports-là en termes de domination, parce que je répète encore une fois, la conception de la souveraineté dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, c'est un peu plus plastique, c'est un peu plus élastique. Très bien. Merci, on va parler du deuxième sujet qui nous attend ce soir. On a 4 sujets, faut-il le rappeler. On va s'intéresser évidemment au PDCI-RDA, au PPACI, qui ont présenté les organes constitutifs du Front commun mercredi, lors d'une cérémonie à la maison du PDCI-RDA à Cocody, une étape clé dans la concrétisation de l'alliance scellée par la déclaration politique du 19 juin dernier, marquant l'union stratégique de 2 grandes formations d'opposition. On en parle après ce sujet de Pierre Dupont-Melin. Le Front commun PDCI-RDA PPACI a dévoilé officiellement ses organes dirigeants pour la conquête du pouvoir. Selon Maître Abiba Touré qui a lu le communiqué final, il ne s'agit pas d'un accord de circonstances ni d'un arrangement personnel, mais d'un engagement sincère au service de la République et du peuple ivoirien. Le Front commun est constitué entre autres de la conférence des présidents composée de Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, un comité de pilotage, un secrétariat administratif, ainsi qu'un comité opérationnel coordonné. Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025, le Front commun a formulé plusieurs revendications majeures. Il exige la réintégration sur la liste électorale de personnalités politiques exclues, dont Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Noël Akossi Benjo. Il demande également une révision de la liste électorale, un audit indépendant de la liste, une réforme de la CEI. Le Front appelle aussi à l'ouverture d'un dialogue politique inclusif, impliquant l'ensemble des forces politiques et la société civile. Vous êtes près de 10 000 à nous suivre dans le live Facebook de cette émission et près de 10 000 également dans le live sur YouTube, près de 20 000 environ sur les réseaux sociaux et de nombreux milliers, sinon des millions à la télévision. Merci de rester fidèle à NCI 360. Messieurs, voici le deuxième sujet que nous abordons ce soir. Le Front commun qui se renforce entre le PDCI-RDA et le PPACI. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là à l'entame de cette émission, évidemment, quand on aborde des sujets d'une importance aussi capitale concernant les partis politiques, on les invite à la table de discussion. Le PDCI-RDA, vous le savez, a décidé de ne plus participer à nos émissions. On le leur concède, quoique la porte reste ouverte. Quant au PPACI, on avait eu un accord pour que l'un des cadres soit sur le plateau, malheureusement, pour des raisons de parrainage et de déploiement sur l'ensemble du territoire. Ils n'ont pu effectuer les déplacements. La porte est toujours ouverte également pour eux tous. Ainsi, nous allons donc analyser cette actualité avec nos invités en plateau. Messieurs, que vous inspire ce rapprochement renforçant ce Front commun? Franck-Stéphane Dédy. Alors, bon, moi je pense que c'est vrai que dans l'élément, on a dit que ce n'est pas un rapprochement de circonstances. Bon, on ne va pas discuter de ce thème. Non, donnez votre avis, allez-y. Les circonstances les y obligent, entre griffes, puisqu'ils vivent les mêmes réalités et ils semblent avoir la même appréciation de l'environnement politique et surtout des étapes qui précèdent donc les élections. Dans les points que j'ai notés, il parle encore de l'audit de la liste électorale, de la réforme de la CEI, des élections inclusives, transparentes. Je pense qu'à un moment donné, il y avait le fait qu'ils s'opposaient au 4e mandat. Je ne sais plus si ça y figure toujours. Voilà, donc c'est des positions qu'ils avaient donc, de façon séparée. Aujourd'hui, ils décident de formaliser cela, comme on dit, hein, l'union faisant la force. Ils décident de formaliser cela pour aller un peu plus loin donc dans ces quêtes-là. Après, naturellement, ce qu'on se pose comme question, c'est quelle sera la suite. Ce rapprochement peut-il changer la donne électorale? Est-ce que ce rapprochement va changer la donne électorale? Je pense qu'il l'espère. Sur quel levier ils vont s'appuyer? Moi, de mon point de vue, a priori, je n'en vois pas.
Mais bon, après, comme on dit, si la stratégie de quelqu'un doit être connue au grand public, elle n'en est plus une. Voilà, donc sans doute qu'ils ont des leviers sur lesquels ils souhaitent s'appuyer pour inverser donc, les choses ou peut-être emmener le pouvoir en place à accéder donc, à ces revendications-là. Pour ma part, moi, je suis toujours pour que dialogue il y ait. Donc, si déjà, au niveau de l'opposition, les gens se parlent, je pense que l'autre sujet qu'on va aborder après, sûr, le prochain, ça sera le dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir. Pour ma part, moi, je suis pour le dialogue parce que moi, j'ai vécu la guerre déjà le coup d'État de 99, la rébellion de 2002, les événements de novembre 2004, la crise post-électorale de 2010, la crise préélectorale ou électorale de 2020, voilà, où on attend toujours aussi les conclusions du procureur de la République sur un certain nombre d'exactions qui ont été commises. Donc, je pense que tous ces éléments-là ont contribué à jeter un certain traumatisme dans la tête de bon nombre d'Ivoiriens qui ne sont plus prêts à vivre donc, ces éléments-là. Cependant, lorsqu'on écoute un peu les éléments de langage qui sont utilisés, que ce soit des proches du parti au pouvoir ou des membres de l'opposition, on a des raisons légitimes de craindre. Quand le président Laurent Gbagbo dit, par exemple, à un moment ou un autre, on va prendre la rue, on a le secrétaire exécutif, si je me trompe, du RHDP, Cissé Bakongo, qui dit, bah, si c'est la rue, nous-mêmes, on maîtrise la rue, on les y attend. Pour ma part, je pense que ce ne sont pas des choses qui sont de nature à rassurer l'opinion publique et surtout cette jeunesse-là qui aspire vraiment à profiter des dividendes de la croissance, à profiter de la prospérité du pays, ainsi de suite. Cette jeunesse-là qui a envie de croire qu'en Côte d'Ivoire, c'est possible de réussir, c'est possible d'être soutenu par le pouvoir en place. Cette jeunesse-là qui veut éviter d'aller mourir donc, en mer. Cette jeunesse-là qui a envie de se soigner et de ne pas voir seulement les élites politiques aller se soigner à l'étranger. Donc, voici un certain nombre de choses que la jeunesse est en droit d'attendre. Donc, ces discours-là qui tendent à nous éloigner de l'essentiel et surtout à crisper l'atmosphère devraient être élagués. Et j'espère que ces différentes rencontres vont nous y conduire. Dernière chose que je voulais dire... Je m'apprêtais à vous arrêter, mais bon, allez, la dernière chose que je voulais dire, c'est vraiment d'appeler de tous mes voeux une prise de parole publique donc, du chef de l'État. Je pense qu'on attend tous sa sortie du 6 août, qui va nous donner le tempo véritablement de qu'est-ce qui va se passer après. Et je pense que les dieux de la sagesse, comme ils l'ont habité par le passé, par moments, pourront l'inspirer à pouvoir... oui, c'est ce que j'ai dit. Pourront l'inspirer à prendre des décisions fortes qui vont contribuer à ce qu'on ait un environnement apaisé donc jusqu'au bout. Très bien. Merci. Vous faites allusion au président Ouattara, le président du RHDP, le président de la République. Nzi Koukora, est-ce que ce renforcement du rapprochement entre le PPACI et le PDCI-RDA, comment il est perçu du côté du parti au pouvoir? Est-ce que vous pensez que ce rapprochement peut changer la donne électorale? Alors, je pense que d'un point de vue extérieur, bon, n'étant pas membre de ces deux partis politiques, je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur leur renforcement ou non. Mais je note une chose, de façon historique, en tout cas de mémoire, de ma jeune mémoire, je n'ai jamais vu un front qui se met en place dans le sens des revendications qui a pu atteindre ses objectifs. En 1990, il y a eu un front de la gauche pour revendiquer un certain nombre de conditions liées aux élections. Ça a échoué. En 1995, on a mis en place un front républicain, donc qui a également échoué. Mais quand le RHDP se met en place en 2005, ce n'est pas pour des revendications, mais c'était un projet concret, une vision, donc, qui est le regroupement des enfants d'Oufo-Boigny, les Oufetis. Et ce qui nous a amenés 5 ans après au pouvoir. Alors, d'abord, comme l'autre l'a dit, j'ai lu un peu les revendications. Réintégration de Laurent Gbagbo de tout cela, la révision de la liste électorale, audit de la liste, la réforme de la commission, ouverture d'un dialogue politique. Je rappelle à nos amis qu'il nous reste 3 mois pour aux élections. Et on est tous engagés dans le processus électoral conduit par la même commission électorale indépendante qu'ils sont en train de dénoncer, dont ils réclament la réforme. Grosse incohérence. Parce que vous ne pouvez pas dénoncer
une commission électorale indépendante, décrier ses méthodes. Vous sortez même de cette commission électorale indépendante et lorsqu'elle convoque des séances de travail concernant le parrainage, conduit par elle, vous y venez, comme des élèves assidus, vous venez prendre note et vous repartez donc sur le terrain par rapport aux instructions qui ont été données à cette même commission électorale indépendante. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de vision, qui en réalité sont en train de nourrir leurs militants d'illusions. Plus loin, je crois que les objectifs de M. Laurent Gbagbo ont évolué, puisque quand il a annoncé son trop, c'est trop, il avait dit que c'est un mouvement citoyen. Donc, il visait à dénoncer un certain nombre d'abus sociaux, tels que ceux qui ont vu leur maison donc, cassée, la vie chère. Mais quand je regarde les revendications, je ne vois nulle part où ces besoins-là des populations existent. Donc, plutôt, c'est un mouvement politique qu'il a mis en place et ce mouvement ne vise qu'à faire la bagarre. Parce que lui-même a dit à Poboué qu'il est prêt à faire la bagarre et qu'il va faire la bagarre. Et que les gens doivent savoir, se souvenir qu'il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin d'un front pour faire de la bagarre ou ont besoin donc de projets concrets, comme le frère l'a dit, analyse du bilan du RHDP 15 ans après, sur les questions d'éducation, sur les questions de santé. Donc, pour qu'on puisse dire exactement ce que nous avons fait, par exemple, en faisant passer le ratio des médecins par rapport à la population, de 1 médecin à 15 000 habitants, aujourd'hui à 1 médecin pour 5 000 habitants. Donc voilà des questions essentielles. Au lieu de nous perdre le temps, parce que c'est une perte de temps, tout le monde sait qu'à 3 mois des élections, pendant que vous êtes engagé dans le processus électoral et que la loi sur la CEDEAO, de la CEDEAO dit sur les élections que pendant l'année électorale, on ne peut pas modifier, 6 mois avant, on ne peut pas modifier les tests électoraux, dont la commission électorale indépendante. Donc il faut être vraiment un magicien ou ne pas voir la réalité pour penser que aujourd'hui ce front commun peut réaliser donc, ou trouver satisfaction quant à ces revendications. C'est une illusion et il faut qu'ils en sortent. Très bien. Professeur Riba, est-ce que pour vous, ce rapprochement peut changer quelque chose dans la donne électorale? Je dirais oui, mais avant d'arriver à là, je voudrais faire remarquer que lorsqu'on parle d'alliance, le mot alliance lui-même, qu'il soit biblique ou qu'il soit ordinaire, est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif dans la mesure où, politiquement, l'alliance marque le fait que des adversaires politiques d'hier ont compris qu'ils ne sont pas des ennemis absolus et que dans le champ politique, les choses sont dynamiques et que les choses évoluent et qu'il faut laisser une marge au rapprochement et que la coopération peut intervenir à un moment donné de l'histoire. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il y a, M. Diarra-Souba, il y a 2 types d'alliances qu'on interprète par le haut, par le bas, à droite, à gauche, qu'on lise entre les lignes. Il y a 2 types d'alliances. Je veux préciser que là, il s'agit d'un front commun. Oui, mais c'est une alliance. Oui, bien sûr. C'est une alliance. Ces alliances, en fait, en politique, elles sont de 2 natures. Il y a les alliances de type instrumental. Elles se font pour des objectifs de pouvoir. Elles se font pour des objectifs électoraux. L'idéologie n'est pas la même, il n'y a pas de projet de construction. Il y a qu'on se met ensemble, qu'on a compris qu'on ne peut pas demeurer toujours ennemi absolu et qu'on n'est même pas ennemi absolu et qu'à un moment donné de l'histoire, on a des intérêts communs à défendre. Alors on se met ensemble pour la quête ou pour la conquête du pouvoir. Ça, c'est une alliance instrumentale. Et malheureusement, c'est ce à quoi la Côte d'Ivoire nous a habitués. Nous avons vu plusieurs types d'alliances, Kokora le disait tout à l'heure, entre le RDA en son temps et le FPI, entre le FPI et le PDCI, aujourd'hui entre le PPACI et le PDCI, et entre le RDA et le PDCI. Et ces alliances ont échoué et nous ont conduit là où nous sommes. La dernière alliance en date, c'est celle entre le RDA et le PDCI. C'était une alliance qui était basée sur des intérêts de pouvoir, sur des calculs électoraux. La preuve, à un moment donné, le président Bédié, paix à son âme, nous fait comprendre que le président Alassane devrait lui passer... Président Ouattara, je trouve pas que pour notre président, on utilise... Le président Ouattara devrait lui passer la main. D'où la rupture au sein du RHDPI qui conduit aujourd'hui à une opposition entre le PDCI et le RHDP, qui est l'autre nom du RDD avec d'autres partis politiques. Pourquoi le PDCI est sorti de cette alliance?
c'est parce que l'alliance était une alliance instrumentale. Deux niveaux donc d'alliance, je disais. Il y a l'alliance instrumentale. Et il y a une alliance qui, elle, est éthiquement et philosophiquement acceptée. C'est celle qu'on appelle l'alliance objective. Elle est basée sur un projet de société. Elle est basée sur une réforme institutionnelle. Elle est basée sur un idéal de société. Quand des partis se mettent ensemble et qu'ils ont une vision commune et qu'ils ont un certain idéal sociétal, ils vont déployer cet idéal sociétal. Si je vous prends au mot, on est dans une alliance instrumentale. Ce dans quoi nous sommes et au moment où cela a lieu, moi j'ai dit c'est une alliance instrumentale. C'est une alliance instrumentale dans la mesure où ce front commun, les auteurs eux-mêmes disent que ce n'est pas une alliance, ce n'est pas un front idéologique. Très bien. Pour l'instant, ils ont un intérêt commun, ils ont des revendications communes par rapport à des élections. Ils n'ont pas un projet de société commun, ils n'ont pas un idéal sociétal commun. Ils ont des revendications qui sont communes. Une fois ces revendications... Quelle peut être l'incidence de cette alliance instrumentale sur le processus électoral en cours? Mais l'incidence, c'est que demain, je crains fort que les partenaires d'aujourd'hui deviennent des adversaires de demain qui vont commencer à se combattre. D'ailleurs, je sens quelques grincements déjà quand je regarde on va y arriver tout à l'heure dans l'autre partie de l'émission, puisque ça fait partie des sujets. Quand je regarde que dans les discussions qui ont lieu, le PDCI ne participe pas à ces discussions dans la rencontre avec le pouvoir, ça veut dire qu'il y a quelque part des mécanismes qui ne sont pas les mêmes. L'objectif ou les revendications sont les mêmes, mais la manière de conduire à ces revendications et le projet sociétal n'existe pas. Et je crains fort que demain, ces adversaires ou ces partenaires d'aujourd'hui n'arrivent à autre chose. Et pour terminer, je vais dire, vous savez, lorsqu'on a ces alliances, moi, ce qui m'amuse, c'est que selon qu'on est du parti au pouvoir, vous allez voir que ceux qui sont défenseurs du parti au pouvoir vont critiquer ces alliances. Si d'ici demain, le PPACI dit qu'il s'allie au RHDP, les mêmes militants et les mêmes intellectuels et les mêmes analyses du RHDP vont saluer cette alliance et dire qu'on va vers la paix. Parce que le FPI de Affi N'Guessan l'a fait. À un moment donné, le FPI de Affi N'Guessan s'est rapproché du RHDP. Tout le monde a applaudi dans le camp du pouvoir parce qu'on voulait la paix. Le FPI de Affi N'Guessan a compris que nous devons aller vers la paix. C'est un bon parti. Ils ont compris que le président est bâtisseur et qu'il ne sert à rien de s'opposer pour s'opposer. Ce même FPI qui hier était allié au RHDP est rapidement sorti. Quand vous écoutez aujourd'hui les discours de ce FPI de Affi N'Guessan, vous vous demandez si c'était les alliés d'hier. Donc moi, je conclue en disant... Nos politiques nous ont habitués à ces alliances de type instrumental et non à des alliances de type constructive qui s'inscrivent dans un idéal sociétal. Très bien. Professeur Banga? Je partage à 90% l'analyse du professeur Ba, sauf si le RHDP. Non, professeur Ba, le RHDP est une alliance qui a été fondée sur un idéal idéologique commun. Qu'est-ce qui a sorti le PDCI du RHDP? Professeur, on le laisse terminer. Il va répondre. Il a son temps de parole. Allez-y. Vous imaginez bien que je vais répondre à ça. Allez-y, professeur Banga. Donc, c'est une alliance idéologique bien calée, la droite, l'oufouettisme et le conservatisme, avec un projet de société bien ficelé, qui les a menés au pouvoir. Mais maintenant, toutes les alliances, à partir du moment où vous êtes un parti politique, vous êtes de partis politiques, il peut y avoir dans votre groupe des gens qui vont passer au pouvoir. La NUPES aujourd'hui en France, qui est construite sur la gauche, au bout d'un moment, c'est explosé. On peut avoir une alliance idéologique sur un projet de société qui peut elle-même échouer parce que, oui, des intérêts du pouvoir peuvent arriver, parce que, oui, des divergences peuvent arriver sur des points, par exemple, quand on prend la NUPES à gauche, sur comment on se positionne par rapport à Gaza. Ça a fâché, comment il s'appelle, le nouveau gars de la gauche, le socialiste, Lookman, c'est ça, non? Ou bien Bompard. Bompard, c'est très à gauche, ils sont fâchés avec les autres. Voilà. Donc, mais le RHDP est une alliance qui était construite sur de l'historique, de l'idéologique et un projet de société. Ce qui manque justement ici, c'est pour ça que le premier mot qui m'est venu, j'hésite entre incohérence et comédie. Parce que entre le PDCI et le PPACI, il n'y a rien. Il n'y a rien. Idéologiquement, il n'y a rien. Historiquement, il n'y a rien. Ils n'ont rien à faire ensemble. Si c'était que mener les Ivoiriens dans la perdition. Donc, quand je vois si le FPPAC veut s'allier quelqu'un, ils n'ont qu'à aller chez Blé Goudé, chez Simone Gbagbo. Ça n'a pas qu'à leur place. Ils n'ont qu'à laisser le PDCI tranquille. Ils n'ont rien à faire ensemble. Parce que même comme le prof le dit, si demain ils sont au pouvoir, là, le même jour ils arrivent là, sur la question du franc CFA, il y aura problème. Sur la question de la dette, en tout cas, il y aura problème s'ils sont logiques par rapport à ce qui construit leur pensée. Donc c'est de la comédie et de l'incohérence. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça, la comédie et l'incohérence. Ça s'arrête, ça va aussi plus loin. Ça va sur ce pourquoi on se ment. On ne peut pas faire la même chose et espérer des résultats contraires. Apparemment, il paraît que c'est la folie.
Parce que depuis des mois, c'est exactement la même chose qui est faite. On a eu d'abord appel de Benoît, après trop c'est trop. De l'autre côté, on a eu un mouvement autour de Kuala, et puis après CAPSI. D'ailleurs, le PDCI, sans même avertir ses aïeux du CAPSI, en tout opportunisme, s'est retrouvé un matin au fond commun. Donc, tout ce qu'il y a de gueulasse dans ces alliances-là, c'est ça, quoi. C'est cet opportunisme où tu n'avertis même pas les gens avec qui tu es en alliance, parce que ton alliance est fondée sur rien. Donc ça, c'est fondé sur rien. Avec des choses qui manquent de réalité. Quand on s'appelle le PPACI, Ali, quand on dit qu'on est le parti des peuples africains, quand on dit qu'on est africaniste, la première des choses qu'on doit faire, minimale, c'est de respecter les institutions africaines. Mais le PPACI méprise la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais c'est qu'ils ne sont pas PPACI. Parce que cette même Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, après avoir donné un avis sur la forme et rentré dans le fond, elle a dit clairement qu'on n'a violé aucun droit de Laurent Gbagbo. Donc quand on respecte le panafricanisme et on respecte les institutions africaines, on doit quand même enlever de ces revendications. À partir du moment où on a le résultat de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on doit enlever de ces revendications. Et Laurent Gbagbo, puisque la Cour dit qu'on ne viole rien. Donc c'est d'abord ça, cette incohérence. Mais le danger, comme je le dis, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il mène le pays dans l'anxiété. Pour deux raisons. Parce que même si par bonheur, ils arrivent au pouvoir, ils ne vont pas faire 2 jours, ils vont reprendre les mêmes choses. Et deuxième chose, parce que tu as dit, ils ne pèseront pas sur le processus électoral. Ils ne pèseront pas sur le processus électoral, sauf à le boycotter, sauf à alimenter les insurrections, parce qu'ils ne vont pas participer aux élections. Ils ont 2 candidats qui ne sont pas sur la liste électorale. Donc, ils ne vont pas peser puisqu'ils ne vont pas participer aux élections. Donc, quelqu'un qui ne participe pas à une élection, comment il pèse? S'ils veulent vraiment participer aux élections, ils savent ce qu'il faut. Très bien. Il faut déjà avoir des candidats qui pourront compétir. Parce que pour l'instant, ni Laurent Gbagbo, ni Tidiane Thiam ne peuvent participer. Donc, ça n'a aucun poids, si ce n'est que accroître l'anxiété des Ivoiriens. Sylvain Guédé-Débaye. Oui, enfin, le rapprochement entre... Quelle incidence sur le processus électoral? Oui, ils l'ont bien précisé. J'ai entendu dans les déclarations dire que nous avons créé ce front commun pour peser, voilà, peser sur le processus électoral. Donc, c'est un front commun, c'est-à-dire quelque chose qu'on met en place pour faire barrage. C'est l'idée du front. On peut ne pas être de la même idéologie et on peut se mettre ensemble. Dédi a dit que ce sont les circonstances du moment qui les ont mises ensemble. Donc, il faut peut-être inscrire cela dans la durée ou alors dans un court terme pour voir ce que cela va produire. Mais au moins, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis ensemble pour créer l'anxiété, parce que dans leur discours officiel, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Ils disent qu'ils sont toujours pour le dialogue, ils disent qu'ils sont pour une réforme du processus électoral. Je pense qu'il faut les prendre au mot. Comment maintenant ils vont manailler pour que leurs revendications puissent aboutir? Je pense que nous sommes là pour observer à 3 mois de l'élection présidentielle. Mais moi, je souhaiterais qu'ils ne puissent même pas hausser le ton pour que les questions principielles qui opposent l'opposition et le pouvoir puissent trouver une issue, parce qu'il y va de l'intérêt des Ivoiriens. Et ceux qui sont dans ce front-là, ce sont des Ivoiriens. Ceux qui sont au pouvoir, ce sont des Ivoiriens. Ils ont le devoir de se parler, parce qu'après tout, ce sont les mêmes personnes, c'est le même personnel politique qui tourne. Vous comprenez? Et puis bon, il faut pas toujours mépriser les gens. Il ne faut pas toujours mépriser les gens. Le PDCI, c'est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire. Le PPACI, c'est peut-être qui était le FPI d'avant. Ce sont des personnes qui se connaissent. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des idéologies? Quand Laurent Gbagbo était encore au FPI, vers la fin, ce qui a d'ailleurs créé la première friction entre lui et Don Melo, c'était de partir du socialisme pur au socialisme de marché. C'était là la principale contradiction. Qu'est-ce que le socialisme de marché? C'est la privatisation, que le libéralisme, c'est un point du libéralisme. Le PDC est un parti libéral. Et Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est toujours dans cette dynamique de l'économie sociale de marché. Donc, quelque part, ils se rejoignent. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien entre les deux. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Et puis, d'ailleurs, il faut être à 2 pour fonder quelque chose de nouveau. Est-ce que ce n'est pas possible dans la mutation qui existe dans les différentes unions? Donc, je crois que c'est un front qui arrive. Les gens ont défini ce qu'ils vont faire, ils ont défini le contenu.
Attendons de voir, mais il y a quand même que le temps joue contre eux. Parce que à 3 mois, on ne voit rien se dessiner. Ni du côté de l'opposition. Bon, Dédi a dit tout à l'heure, quand on dévoile une stratégie, c'est qu'elle n'en est plus une. Mais on ne voit rien poindre à l'horizon. Le parti au pouvoir ne lève pas le pied. L'opposition, on ne voit pas de lisibilité encore dans sa stratégie. Peut-être que ce nouveau front qui vient de se mettre en place va peut-être accélérer les choses pour qu'il y ait une nouvelle dynamique. Parce qu'on a écouté le président Big Togo dire dans son interview, oui, bon, s'il y a des tensions, il pourrait y avoir peut-être un changement. Mais moi, je ne souhaite même pas qu'il y ait de tensions. Pourquoi faut-il vouloir la tension pour qu'on puisse régler des problèmes? Non, je crois qu'on ne doit pas toujours tourner en rond. Faisons les choses clairement. Allons-y à un compromis et puis ça sauve tout le monde. Très bien. C'est ça qui est essentiel. Rosaire Durand, on termine avec vous? Oui, juste rappeler un principe de base de la philosophie politique qui est très bien résumé par un philosophe qu'on appelle Alain. Il dit « La peur rassemble, la faim disperse ». Quand les hommes ont peur, ils se mettent ensemble. Mais quand ils ont faim, chacun se cherche le matin venu. Je suis en train de dire qu'en politique, lieu de prédilection des intérêts privés, on ne s'aime pas. On s'allie. Et on s'allie par nécessité. Par nécessité, le plus souvent de raison et non de cœur. C'est pourquoi, quand les calculs ne tombent pas, la raison, c'est la faculté de calculer ses intérêts. Quand on s'est allié, on se désallie. Parce que la nécessité disparaît. Ces deux partis-là ont compris la rationalité politique. C'est comme ça que la politique fonctionne. Ils ont des obstacles à surmonter, ils se rendent compte que ce sont des obstacles communs. Ils vivent ce qu'on appelle la dureté des temps. Les temps sont durs pour eux. Ils vivent les mêmes souffrances, à peu près les mêmes douleurs. Ils ont à peu près les mêmes revendications. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche? Ils ont des problèmes, ils se mettent ensemble pour voir comment ils peuvent surmonter ces problèmes-là. C'est une question de nécessité et même de nécessité vitale. Donc, ce front qui se met en place, c'est un front qui est censé faire plier ce colosse politique qu'on appelle le RHDP, qui est très bien organisé, très bien structuré, très bien implanté. Donc, il s'organise aussi. C'est une question de mathématiques politiques. Principe physique d'inertie. Tant qu'un corps ne bloque pas un autre corps en mouvement, eh bien ce corps-là continue. Il faut qu'il y ait de l'équilibre, ce qu'ils recherchent, et cet équilibre-là, selon eux, ça viendra du fait qu'ils vont constituer une puissance qui peut ou qui pourra faire barrage à la puissance du RHDP pour que la discussion sorte de cet équilibre qu'ils espèrent créer. C'est pour moi aussi simple que cela. Donc on va regarder après ce que ça pourra donner, quel impact ça peut avoir sur la marche politique, sur la marche de l'État et sur l'organisation des élections. Mais comme ils l'ont rappelé, que ce soit une fortune heureuse ou une fortune malheureuse, dans le cas où il s'agirait de fortune heureuse, ils vont se séparer après parce que leurs intérêts vont diverger et parce que chacun va faire son chemin, puisqu'ils ont souligné le fait que, en dehors des obstacles qu'ils ont affrontés, il n'y a pas de socle commun idéologique véritable. Et ça, on ne peut pas non plus le nier. Absolument. Alors, messieurs, on va marquer une courte pause et nous retrouver juste après. On va notamment parler peut-être de ce qu'on peut appeler les prémices du dialogue politique entre l'opposition et une partie, enfin, entre le pouvoir et une partie de l'opposition, le RHDP et la CAPSI, juste après cette courte pause. Et parce que, je suppose, mais ça fait respirer la Côte d'Ivoire et ça soulage les Ivoiriens. C'est important de se parler. Madame Gbagbo dit, on n'est pas allé en profondeur. C'est un premier contact. Ça, déjà, c'est bon. Ali, je ne supporte pas ceux qui élèvent des murs pour que les gens ne se parlent pas. Je ne supporte pas. Par contre, j'encourage ceux qui bâtissent des ponts pour qu'il y ait des
passerelles de communication entre les Ivoiriens. Oui, ceux-là, il faut les encourager. On ne dit pas qu'au sortir de ce dialogue, le monde sera beau, le monde va changer. On dit que c'est important de se parler, au moins pour qu'on soit d'accord sur l'objet de notre désaccord. Professeur Henri Ba. Oui, naturellement, on ne peut qu'applaudir que des adversaires politiques se parlent. Dion l'a déjà dit, je ne reviendrai pas longuement encore là-dessus. Les discussions permettent d'avancer. Vous savez, pour moi, quand j'ai vu à la télévision les acteurs de ces discussions, j'ai vu dans la délégation du RHDP, je crois, au moins 4 ou 5 ministres. 7 ministres. Il y a un proverbe que j'invente là de toute pièce, je n'en suis pas spécialiste, on connaît le spécialiste. Quand on a les philosophes sur le plateau, on aime les images. On n'en a pas encore reçu ce soir. Je vous en donne une que j'ai créée toute pièce qui vient de l'Ouest. Très bien. Vous savez, nous sommes des sociétés de masques et le pouvoir est détenu par les masques à l'Ouest. Mais j'ai envie de dire, quand tu parles au glas, tu as parlé aux os. Et quand tu as parlé aux autres, tu as parlé au glas. Ce sont deux entités différentes, mais qui en fait forment un. Si l'opposition parle au RHDP, de mon point de vue, ils ont parlé au pouvoir exécutif. Ils n'ont pas parlé seulement à un parti politique, ils ont parlé aussi au président de la République. Parce que je doute fort, sans injurier ceux qui sont venus, ou les responsables du RHDP, d'ailleurs le président de la République, il est le président du RHDP, je doute fort que cette délégation du RHDP puisse rencontrer l'opposition sans l'avis du président de la République. S'ils sont arrivés là, ça veut dire que le président a donné son OK. Et si le président de la République, en tant que président du RHDP, a donné son OK pour que cette rencontre ait lieu, je me dis, l'opposition qui a parlé au glas a parlé aux os, et elle a parlé aux os, le glas a entendu. Franck-Stéphane Dédy, merci pour ces images, professeur. Oui, moi, comme je disais tout à l'heure, hein, dans le dernier sujet, moi, je suis un chantre de la discussion et du dialogue. C'est vrai qu'on a certains turiféraires de la violence, bon, peut-être certains sur le plateau s'en reconnaîtront, qui disaient on n'a pas besoin de dialogue, on est engagé, pas besoin de discuter avec qui que ce soit. Moi, je pense que c'est des choses à proscrire de nos prises de parole publiques. Moi, je pense que jusqu'à la veille du 25 octobre, rien ne doit nous interdire de nous parler, dans la mesure où cela contribue à décrisper l'atmosphère et dans la mesure où cela fait naître même l'espoir de se dire, attention, peut-être qu'à travers cette discussion, il peut y avoir une dernière fumée blanche qui va nous permettre de passer crème toutes ces échéances à venir, ainsi de suite. Cependant, une fois que ça c'est dit, après, il faut peut-être comprendre quelles sont les dynamiques de fonctionnement au niveau même de la CAPSI. Parce que peu de temps avant cette rencontre, on a le PDCI et le FPI qui ont dit ne pas se reconnaître dans ces échanges-là et que ces échanges-là n'engageaient pas la CAP, mais engageaient seulement les partis de la CAP qui voulaient discuter parce qu'eux veulent ouvrir un dialogue politique avec le pouvoir en place et que ce n'était pas avec des partis. Bon, je ne sais pas sur quoi s'appuie cette analyse. Cependant, pour ma part, vous voyez, ceux qui sont venus discuter avec la CAPSI, comme Prof Ba l'a dit, je ne pense pas qu'ils viendraient sans qu'il n'ait eu une injonction ou bien une autorisation du président donc, de la République. Donc, je pense que c'est une préfiguration du dialogue avec le parti, ou du moins du dialogue avec le pouvoir en place. Parce qu'on ne se cache pas, le pouvoir en place, c'est le RHDP. Voilà, c'est vrai qu'il y a 2, 3 petits alliés qui sont là, mais bon, ça reste le RHDP. Donc, discuter avec le RHDP aujourd'hui, c'est une sorte de préfiguration de ce dialogue politique tant réclamé. Cependant, ils ont dit à la fin de la rencontre qu'ils ont abordé 8 points. Je ne les ai pas listés ici, mais je pense que c'est les points d'ordre générique qu'on entend la plupart du temps. C'est cela. Élection inclusive, inclusion de tous les acteurs majeurs, révision de la liste électorale, ce genre de choses. Donc, je pense qu'on fait un pas dans la bonne direction. La direction qui est de se parler, la direction d'essayer de trouver
des solutions collégiales. Et moi, j'aimerais saluer la démarche du RHDP, c'est-à-dire le RHDP tout puissant décide de se déplacer. Pour moi, c'est un signal quand même que le parti au pouvoir envoie. Il décide de se déplacer, non pas au siège même d'un individu de la CAP, mais à la résidence privée de Mme Simone Yves Gbagbo. Donc, pour ma part, cette démarche d'humilité-là devrait rejaillir sur l'ensemble des militants donc, du parti pour qu'on se dise, à la fin de la journée, c'est de la Côte d'Ivoire dont il faut qu'on parle. Tout à fait. Moi, j'ai fait un tour, par exemple, sur le site du ministère de l'Éducation nationale où il y a le rapport des États généraux de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. J'invite tous les téléspectateurs à aller le lire. Ça fait peine à lire. Le tableau que le ministre même... Mais c'est quoi le rapport avec le sujet, Franck? Non, j'arrive, je vais faire le lien tout à l'heure. Ça fait peine à voir ce que la ministre même décrit dans ce rapport-là. Donc, je vais dire qu'à un moment ou un autre, on a besoin que tout cela puisse se taire, de sorte à ce que ces vrais sujets-là, comme l'éducation, puissent être débattus de fond en comble. Et les exemples sur d'autres secteurs d'activité, il y en a donc beaucoup. Très bien. Merci. Kokoranzi Bernard. Alors, d'abord, je voudrais saluer donc, mon parti, le RHDP, donc il n'a jamais refusé de dialoguer. Je crois qu'on ne peut pas nous prendre à défaut sur notre volonté et notre capacité donc, de dialoguer. D'abord, depuis notre arrivée, c'est 5 phases de dialogue politique que nous avons initiées. Au plus fort de la crise en 2011, lorsque M. Laurent Gbagbo a été arrêté, nous avons discuté avec son parti, son ancien parti, le FPI. Et donc, la 5e et dernière phase de dialogue politique, c'était autour de 2022-2023. Donc, on a toujours montré notre volonté de dialoguer. Mais également, je salue le sens de la responsabilité de Mme Simone Yves Gbagbo, ainsi que celle de M. Blé Goudé et de tous ceux qui ont accepté de dialoguer avec le RHDP. Il faut rappeler que c'est l'opposition de la CAP-CI qui a formulé la demande de dialogue donc, avec le RHDP depuis le mois de mai, de façon consensuelle avec le PDCI, le FI et les autres partis politiques. Pourquoi je salue le sens donc, de la cohérence et de la responsabilité de ceux que j'ai cités? Parce qu'ils sont allés au bout de leur logique. Le PDCI-RDA, dont le président est le patron de la CAP-CI, à la dernière minute, estime qu'il n'est pas nécessaire de dialoguer avec le RHDP. Alors que dès le départ, ils étaient d'accord pour ce dialogue. M. Afingsan publiquement a dit qu'il ne souhaite pas discuter avec le RHDP, mais plutôt avec le président de la République. Mais comme les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, mais le RHDP, il est dirigé par qui? Par le président de la République, le président Alassane Ouattara. Pensez-vous qu'il est logique que le secrétaire exécutif du parti, un ministre d'État et 7 ministres puissent aller rencontrer cette opposition sans l'accord du président de la République et le président du parti. Donc c'est un début vers vraiment le sens donc, du dialogue. Mais quand ils refusent, est-ce qu'en réalité, ils veulent le dialogue? Non, ils veulent la bagarre. Voilà pourquoi je dis, ceux qui sont turiférés de la violence, c'est ceux qui ont déclaré publiquement vouloir faire la bagarre et qui sont prêts à faire la bagarre. C'est de l'autre côté qu'il faut regarder. Et je crois que voilà pourquoi le PDCI, RDA aujourd'hui, s'est radicalisé parce qu'il s'est rapproché du camp donc, de la bagarre, donc il y a le trop, c'est trop de M. Laurent Gbagbo, qui est d'ailleurs un mouvement insurrectionnel et le dit chaque jour. Maintenant, moi je suis d'accord avec Franck sur un point. Effectivement, aborder les questions de gouvernance. Moi, c'est ça qui me passionne. Voilà pourquoi le dialogue ne doit pas être un élément qui va cacher véritablement la forêt, comme l'arbre qui cache la forêt. Parce que quand on se met dans une disposition de vouloir dialoguer, finalement, finalement, on occulte les vraies questions de gouvernance. Moi, je vais bien parler des questions d'éducation, comme il a dit, des questions d'emploi jeune, de santé. C'est ça dont nos populations ont besoin. Mais quand, à 3 mois des élections, on ne parle même pas de projet et qu'on parle de dialogue, à quel moment on sort de ce cycle infernal? Alors que dans les autres pays dits développés, que nous admirons, à l'approche des élections, personne ne parle de dialogue. Au Sénégal, tout près de nous, on l'a vu, les mêmes questions ont fait l'objet de débats au Sénégal, mais à la fin, ce sont les institutions qui tranchent. Et les partis politiques ou les hommes politiques s'inscrivent donc dans cette voie-là, pour construire une nation véritable. Donc le dialogue, il est bon. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire croire aux populations qu'on ne se parle pas. Parce que le dialogue ne constitue pas seulement à s'asseoir autour d'une table, décréter des jours pour pouvoir dialoguer. On se parle entre nous, hommes politiques. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. Donc il ne faut pas faire croire aux populations qu'on ne se parle pas.
Il ne faudrait pas non plus que le dialogue soit une méthode de gouvernance. Il faut sortir de cette façon de faire. Parce que c'est la raison pour laquelle des médiocres viennent en politique. Attention aux mots. Non, je le dis clairement, non. Dans toutes choses, il y a des médiocres. Comme en classe, il y a des médiocres. Dans tous les domaines, il y a des médiocres. Et si en Afrique, dans certains pays, vous voyez des gens qui n'ont aucune compétence, aucune capacité à gouverner, mais qui vraiment rentrent en politique, mais c'est parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a rien d'exigeant. On ne va pas leur exiger des projets, on ne va pas débattre donc des questions essentielles des populations, mais ils vont se mettre là, ils n'ont aucune légitimité sur le terrain, mais ils vont vous dire dialogue politique, et ils savent que dans ce dialogue politique, de discussion en discussion, alors ils peuvent avoir des dividendes. Je pense qu'en tant que jeunes, nous devons mettre fin à ce système donc, qui embrouille la politique en Afrique. Sylvain Guédé-Débaye. Oui, merci. Mais j'aimerais d'abord dire à M. Kokora que même un conseil de ministre ou un conseil de gouvernement, c'est un dialogue. Voilà, donc ça veut dire que tout le temps on dialogue. Voilà. Donc, il ne faut pas décréter des jours spéciaux pour dialoguer. Très bien, très bien. Allez-y. Kokora, s'il vous plaît. Une vertu importante. Okay. Et je voudrais regarder dans la forme cette rencontre. Je dirais, les voici qui célèbrent les vertus du dialogue. Kokora a dit tout à l'heure, je suis heureux que mon parti ait rencontré, alors qu'il y a des moments qui ne disaient pas ça, parce que ça ne faisait pas partie des éléments de langage de son parti. Ah bon? Et moi, s'il vous plaît, monsieur, les 5 ans de dialogue, s'il vous plaît, c'est avec le gouvernement, s'il te plaît. S'il vous plaît. Je voudrais faire constater que même ceux qui étaient hier, quand on leur posait la moindre question sur le dialogue, et qui disaient « pas besoin de dialoguer, on a déjà assez dialogué », mais voici le ministre Bakongo, voici le ministre Touré Mamadou, voici Anouloto. Ben, je cite ces noms-là pour dire qu'il est toujours bon de se parler. Et ça, je le disais ici tout à l'heure, il est toujours bon de se parler. Quand vous parlez, regardez cette image que nous avons. Cet affichage, déjà ça rassure certains. C'est ça qui est ivoirien. Et quand vous regardez également, je parle d'abord des images, quand vous regardez également, finalement, ils se connaissent tous. J'ai vu dans cette foule-là un certain Charles Blé-Goudé et Miss Belmont Dogo, qui viennent de la même ère sociologique, géographique, je dirais. Ils viennent de Guiberoua, ils se retrouvent là. Dans le dialogue, il y a un dialogue entre eux. Qu'est-ce qu'ils se disent? Mais c'est pour la Côte d'Ivoire qu'ils parlent. Voici ce que nous aimerions voir très souvent. Et ne pas être carré, ne pas être opposé à tout ce qui peut décrisper. On a dit ici que c'est des prémices. Bon, les questions de fond n'ont pas été réglées parce qu'effectivement, il y a encore quelques soucis, il y a encore quelques frictions. Et puis, le temps aussi joue contre eux. À 3 mois, je ne sais pas ce qu'ils peuvent bien obtenir, mais au moins, il est bon de commencer quelque part. À défaut d'être un acteur, à défaut d'être celui qui va peut-être décanter la situation, le RHDP ici peut être une courroie de transmission, parce qu'on a bien souligné que le RHDP est composé ici, dans cette délégation, de certains membres influents du gouvernement. Quand je vois le secrétaire exécutif, quand je vois même le directeur de cabinet du chef de l'État, et le chef de cabinet, comment il s'appelle, Claude Saï, son excellence, vous voyez, il y a des personnalités qui peuvent quand même influencer certaines décisions et qui sont là. Donc, il est toujours bon de se rencontrer. Je peux aussi comprendre le PDCI qui n'a pas été à cette rencontre, le FPI non plus, parce qu'il y a des problèmes entre eux. Parce qu'avant d'aller à cette rencontre, ils ont dû avoir un débat interne et le FPI et le PDCI ont été mis en minorité sur la rencontre. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rencontrer le RHDP qui ne peut pas prendre des décisions ou bien il faut rencontrer le gouvernement qui est l'exécutif? Ceux qui ne sont pas allés à cette rencontre ont supposé que c'est le gouvernement qui est l'exécutif qu'il fallait rencontrer et que cette rencontre est une distraction. Je ne m'inscris pas dans cette posture, mais je pense qu'il faut aussi analyser toutes les questions. Bien sûr. Et que, finalement, que cette rencontre ne soit pas un simple affichage. J'emprunte le mot à Pascal Affinguessan, qui, à l'époque, quand il avait rencontré François Hollande, quand ses camarades lui ont demandé de quoi vous avez parlé, il dit que non. C'était un affichage, c'était un simple affichage. D'accord, très bien. Professeur Banga, et ensuite on retourne à Maître Ouarga.
Moi, deux, trois réflexions rapidement. Là, je vais essayer d'être compendieux. La première réflexion, c'est ce que je dis toujours. Il faut arrêter de fixer le dialogue sur le président de la République. On est un pays où on dialogue déjà. Il y a des institutions de dialogue. L'Assemblée nationale, c'est par définition le lieu de dialogue parce que les partis vont se rencontrer, discuter des lois, le Sénat, la Cour des droits des chambres nationales. Aujourd'hui, des partis politiques qui parlent entre eux, oui. C'est pour ça que quand on fait la fixation du dialogue politique, entendu parler uniquement avec le président de la République, parler uniquement avec le gouvernement, ce que moi j'ai dit depuis toujours, non. Parce qu'on est en train de nous-mêmes nous enfermer dans un blocage institutionnel en remontant les clés du dialogue à l'unique président de la République. Donc déjà, c'est très bien. C'est très bien de dialoguer et de montrer que le dialogue, en tant que dialogue politique, ne se limite pas au président, au gouvernement, qu'on a déjà des institutions, on dialogue tous les jours, ils ont bien fait de le dire. Et j'insiste sur l'Assemblée nationale qui, pour moi, dans un pays comme le nôtre, est le lieu de dialogue. Tout ça, ça peut accompagner, mais un lieu qui est défini pour le dialogue. C'est le creuset du dialogue, l'Assemblée nationale. Deuxième chose, je vais revenir à quelque chose pour moi qui est fondamental. C'est quoi? Le thème coalition signifie déjà la différence entre la coalition et l'alliance. La coalition, elle est ponctuelle. C'est-à-dire, on peut faire fi de l'idéologie, on peut faire fi de notre histoire. Dit par exemple que en ce moment précis, il y a un problème, on se réunit, on le règle et chacun va faire ses trucs. Ça, on peut l'entendre. Et pour nos jeunes, ça peut être compréhensif. Mais l'alliance, elle doit être basée sur quelque chose de plus grand. Ça ne doit pas être qu'une alliance instrumentale. Parce que tous les jours, Ali, nos jeunes se perdent. Ils se perdent parce qu'aujourd'hui, X avec Y, demain Y avec Z, Z avec J, c'est du gros, mais du non-sens. Il faut que désormais, en Côte d'Ivoire, on apprenne en politique à fixer des alliances sur un minimum idéologique, parce que l'idéologie, contrairement à ce que Sylvain dit, ça existe. Et quand tu t'engages en politique de la vie sans idéologie, tu es perdu. Tu es comme un homme qui s'engage sans boussole, sans fil conducteur, et ça, c'est dangereux. Il faut que donc on ait ce minimum idéologique, on ait ce minimum historique et ce minimum de projets pour construire des alliances. Sinon, des alliances à la comédie, comme on voit à Front commun ici, Fonds républicain par le passé, ça n'a pas de sens. On peut, sur un point, avoir des coalitions, régler des premiers partis. Parce que si on continue à alimenter ces alliances sans fondement, on risque malheureusement de donner un mauvais visage de la politique à nos enfants. Dernier point que m'inspire cela sur cette affaire, je veux dire, c'est finalement, aujourd'hui, le CAPSI, là, apparaît, mais clairement, il apparaît affaibli. Affaibli parce que deux principaux membres de ce CAPSI n'y sont pas. On peut se poser la question de qu'est-ce qu'ils veulent. Que veut le PDCI et le FPI aujourd'hui? La question elle est claire. Au moment où le CAPSI écrivait la lettre au RHDP, le PDCI était dans le CAPSI, le FPI était dans le CAPSI, il ne savait pas que le RHDP était différent du gouvernement à ce moment-là. Mais voilà, le PDCI est rentré dans une sorte de radicalisation, de jusqu'au-boutisme et d'obsession. Parce que quand ils écrivaient la lettre, le 22 juin, n'est pas encore arrivé, en ce moment on pouvait dialoguer, mais depuis le 22 juin, ils se radicalisent parce qu'ils sont en train de se transformer de parti politique en club de soutien. Et la conséquence, c'est ça. Après, Afik N'Guessan, comme je dis toujours, c'est le symbole même des alliances néfastes, parce qu'il s'est allié avec tout le monde, de tel point qu'aujourd'hui, même quand on veut faire un truc, personne ne veut l'appeler, parce qu'il peut être là demain, et puis après-demain, il va se retrouver chez l'autre. Donc voilà, ça c'est le contre-exemple même de l'alliance en politique, ce qu'il ne faut pas faire. C'est Afik N'Guessan. Et donc ces deux partis-là, le PDC et Afik N'Guessan, sont mis en évidence, et malheureusement, ils affaiblissent le CAPSI, que moi j'encourage dans sa démarche d'ouverture. Maître Mouraga, quelles peuvent être les prochaines étapes après cette rencontre cette semaine entre le RHDP et la CAPSI? Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que vous avez écouté dans cette vidéo? Chapeau au prof Dion et au prof Ba, puisqu'ils ont tellement été sages dans leurs propos et tout. À la fin, à quoi résume tout ce qu'on fait? C'est juste pour le développement de la Côte d'Ivoire. Au final, chaque parti qui aimerait arriver au pouvoir, c'est juste pour faire développer, pour faire avancer le pays. Pourquoi se haïr? Pourquoi se créer des problèmes? Pourquoi tenir des propos haineux envers nos amis, nos frères qui sont peut-être au pouvoir actuellement ou bien dans l'opposition? Vous savez, quand j'ai commencé à regarder la vidéo, je me suis dit non. Il y a un griot
qui est là pour faire l'éloge de son président, parce que le griot est payé pour ça. Même si un président est trop bon, s'il est trop gentil, le pays n'est pas un héritage familial. Ce n'est pas un héritage familial. Ce qui est sûr, arrivé à un moment, il faut céder à quelqu'un. Même si c'est un héritage familial, tu as des frères, des cousins qui sont là, qui peuvent aussi bénéficier de ce que tu gagnes, qui peuvent aussi diriger le pays comme toi. Donc, arrivé à un moment, nos intellectuels doivent être capables de nous dire que oui, certes, même si tu travailles bien, arrivé à un moment, il faut céder à quelqu'un d'autre. Mais chez nous en Afrique, c'est carrément le contraire. Et le mal dans tout ceci, c'est de tenir des propos qu'on ne respecte jamais. Des propos qu'on ne respecte jamais. On commence par exemple par Oligui Nguema, qui avait fait des promesses qu'il n'a jamais respectées. Le président Amadou Doumbouya, la même chose. Le président Alassane Ouattara, 2 fois en 2020, pas un 3e mandat. Et avec tous les chants, tout ce qu'on entend autour, c'est qu'il serait encore candidat. Hein. Mais il avait dit qu'il ne serait pas à la recherche d'un job à 82 ans, ou bien, je ne sais pas. Arrivé à un moment, il faudrait qu'on puisse au moins dire la vérité à nos dirigeants. Ils sont des modèles, ils sont nos leaders. Et si c'est difficile de respecter leurs propos, vous imaginez ce qu'ils mettent dans la tête des jeunes. Et bien, en politique, ce n'est rien que des mensonges bien organisés. Des mensonges bien organisés, bien formulés, quoi. Bravo, il faudrait avoir de temps en temps des débats comme ça pour parler surtout des projets de la société. Oui, on attend ce qui est sûr, ça ne va pas durer. Le président Alassane Ouattara va se prononcer, on verra bien s'il va nous dire oui, il a accepté l'appel de ses partisans ou bien il a jugé bien de respecter ses propos. Et de nous dire que non, le président Alassane Ouattara s'est déplacé en France pour aller voir son homologue français. Si c'était la France qui avait besoin de la Côte d'Ivoire, je pense que c'était Macron qui allait se déplacer. Mais comme d'habitude, on ne peut pas nous dire que non, la France et la Côte d'Ivoire, c'est égal à égal, non. La France reste la France et la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara s'est déplacé pour aller voir son homologue. Sûrement que la Côte d'Ivoire peut-être a besoin plus de la France. Et ils ont certainement discuté de tout ce qui se passe actuellement. Ouais, vous savez, on peut pas nier. Est-ce que nos pays même sont indépendants? Est-ce que nos pays même sont indépendants? Donc, c'est un peu ça, Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Et on est là, on espère certainement que tout va s'arranger, tout ira bien, on aura peut-être un dialogue politique, on va accepter des candidats radiés, ce qui est sûr, on n'aura même pas une nouvelle RLE, tout va s'arranger pour qu'on puisse aller vers une élection paisible et transparente comme ils souhaitent eux-mêmes. Là, quand l'élection est transparente, je pense que les gens ne vont pas parler beaucoup après la proclamation des résultats et ça ne va pas créer de problème. Donc, il faut mettre les choses là où elles doivent rester. Là, ça ne va pas créer de problèmes. Ça ne va pas créer de problèmes. Et surtout, les griots des partis politiques doivent aussi juger bien, de dire certaines fois la vérité. On peut aimer un président, on peut aimer le président d'un parti politique, mais quand la vérité arrive, il faudrait qu'on puisse la dire. Ouais. La Côte d'Ivoire n'est pas un héritage de quelqu'un. Donc, quand tu viens au pouvoir, arrivé à un moment, il faudrait que tu puisses accepter que non, mon temps est à terme, donc tu dois quitter. Il y avait un prof qui disait que c'est très facile d'arriver au pouvoir parce que n'importe qui peut se retrouver au pouvoir à n'importe quel moment, mais c'est très difficile de quitter le pouvoir. C'est très difficile de quitter le pouvoir. Et quand on est au trône, on ne remarque même pas que le temps passe. Tu es là, tu vois que je viens de faire 5 ans, 10 ans est déjà passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut modifier la constitution pour pouvoir continuer. Dès que tu mets le pied dans ton 3e mandat, ça devient très compliqué de quitter le pouvoir. C'est là tu fais un 3e, tu fais un 4e, tu fais un 5e et tu feras peut-être un 8e comme le président Paul Biya qui se prépare pour sa 8e candidature et sûrement son 8e mandat.
C'est très facile d'arriver au pouvoir et c'est très, très difficile de quitter le pouvoir. Donc, je pense que le président a trop fait pour la Côte d'Ivoire, les routes, les stades, les écoles, les hôpitaux, tout. Il arrive un moment, il faut savoir quitter pour pouvoir garder le respect. Vous voyez, non? Pour pouvoir garder le respect. Sinon, il n'y a pas le fait d'intimider les gens sur les plateaux qui peuvent faire changer l'idée des gens. Il y a des réalités qui sont là. Il y a des réalités qui sont là. Quand on nous parle de non, la Côte d'Ivoire a fait tout ça changer, c'est ça changer. En 2010, est-ce que la vie était chère comme ça? Pas du tout. Est-ce que les choses ont évolué, quoi? Donc, au fur, même s'il y avait un fou, un malade à la tête du pays, c'est que les choses allaient un peu changer, mais peut-être pas à ce rythme-là. Donc, c'est que sûr, dans plusieurs pays, les choses ont changé, hein, mais pas au rythme que monsieur, le président de l'Assemblée a pu faire. Donc, arrivé un moment, il faut qu'on puisse dire oui, il a travaillé, il a fait beaucoup de choses, ouais, il est temps qu'il puisse maintenant céder à quelqu'un plus jeune, quoi. À quelqu'un plus jeune. C'est pas tout, hein. Je suivais une émission la fois dernière où les Américains se demandent, oui, en voyant la santé du président Trump aujourd'hui, ce qui est sûr, on verra bien si ça ne peut pas tenir, il sera obligé d'être remplacé. C'est ce qui s'est passé avec Joe Biden. Donc, ce qui est sûr, ses pieds sont enflés, on voit ses mains qui tremblent, qui bougent trop vite. On se dit, ah, le président va commencer, comment sa santé, si on juge bien que ça ne va pas d'ici un an, paf, il sera remplacé par son vice-président. Et ils vont maintenant, ça ce qui s'est passé, non? Rapidement, quoi. Très, très rapidement. Donc, c'est ça, quoi. Donc, quand on devient un peu âgé, ça agit sur notre santé et on est plus si rapide et aussi productif c'est pas quoi. Comme a dit, c'est que quand on devient trop vieux, quand on devient trop âgé, on est plus productif. Donc, c'est que il faudrait trouver quelqu'un plus jeune pour nous remplacer et avec un jeune intellectuel, un jeune ambitieux, un jeune qui a de la vision à la tête d'un pays, ça ne peut qu'avancer. Ça ne peut pas avancer. Les gars, merci d'avoir regardé la vidéo entière. N'hésitez pas de vous abonner. On espère d'ici quelques jours, le président va se prononcer. Et sûrement, on aura un nouveau candidat très jeune, très jeune, les gars. Merci et on se capte à la prochaine.